Bonsoir à tous, bonsoir dans District Indie pour la deuxième édition. Ce soir, on va vous parler de Glade, version 6. J'espère que vous êtes nombreux, j'espère que vous regardez en replay. J'ai comme invité ce soir un ami, un passionné de Glade. Je pouvais pas parler de Glade sans lui. Bonsoir El Gringo. Est-ce que ça va bien? Ça va bien, salut Fab, salut les Indie Maniacs, me voilà parmi vous. Ouais. Le concept rapidement de District Indie, pour ceux qui découvrent, c'est une fois par mois à peu près. Je vais vous parler avec un invité, d'un show, d'une review, de quelque chose. Là, cette fois, j'ai souhaité me concentrer sur Glade, qu'on peut considérer un peu en gringo comme un peu de l'indie quand même du Japon, Ouais, par rapport à d'autres. oui, c'est de l'indie. Après, ils ont une compagnie qui les soutient et donc ça change un peu la donne, mais fondamentalement, oui, ça reste de l'indie. La majorité des catcheurs qui sont là, d'ailleurs, sont pas signés, ceux qui passent. Donc oui, on est vraiment dedans. Ouais, clairement. On va vous parler de Glade version 6, c'est le nom du show. Il a eu lieu lors du second anniversaire de Glade. Ça avait lieu le 1er juillet. Mais tout d'abord, on va quand même revenir un peu sur le jeune passé de Glade. Qu'est-ce que c'est Glade? Rapidement comme ça, Gringo, à peu près. Qu'est-ce qu'est Glade à la base? Alors à la base, l'origine. Quand on parle de Glade, on parle de l'IDET. C'est un peu comme quand on parle de New Japan, on parle de Bushiroad ou autre. C'est une société. Ouais, les sociétés qui sont derrière, qui s'occupent de financer. Donc c'est des compagnies qui sont propriétaires et qui ont donc l'IDET. Elle a une particularité, c'est qu'elle est propriétaire des droits UWF pour un certain style de combat. On en parlera, je pense. Ouais, on en parlera tout à l'heure qu'est-ce qu'est l'UWF. Ouais. Et donc à l'époque ils étaient propriétaires de Noah, ils ont lancé la compagnie, ils ont essayé de prendre des ressources de Noah pour monter ça et patatras Covid, patatras difficultés, ils ont revendu Noah et donc le Glade qui avait eu un épisode en version 0 c'était avorté. Ils sont repartis de zéro, mais ils ont gardé Glade et ils ont investi dedans et donc ils ont monté une compagnie qui en est donc effectivement un peu plus de 2 ans maintenant, avec beaucoup de shows. Cinquantaine d'épisodes déjà. Oui, donc ça tourne bien, ça tourne bien. Il y a un roster signé qui est constant. Il y a eu 2 départs de mémoire. Il y a eu une arrivée récemment. Ils ont recruté, ils ont monté tout un système de clans. On va en parler. Donc oui, c'est plutôt solide. C'est plutôt solide, comme dirait quelqu'un. Ouais, c'est ça. C'est plutôt solide. Comme dirait Saru, qui ne regardera pas, et qui bien sûr, hein, important. Bonsoir Max, qui est sur le chat. Glade qui s'est lancé il y a 2 ans, on en avait parlé dans Puromania, avec la fameuse version 0. On a dit qu'on regarderait. Voilà, Puromania, défunt de Puromania qui existe toujours en chronique, hein, bien sûr. On n'a jamais pris le temps de le regarder parce qu'on est des imbéciles, on va pas se mentir avec Max. On regarde pas forcément. Ils se sont lancés presque 1 an plus tard entre la version 0 et la version 1. Il s'est passé 1 an, il me semble. Oui, il y a eu du temps. Il y a eu du temps et il y a du temps à quel point on pensait que ça ne. Je pense que c'est pour ça. À l'époque, c'est Monsieur Saru qui en parlait justement parce qu'il suivait beaucoup Noah. Il promouvait beaucoup la compagnie. Et donc, moi, j'avais été capté en regardant Puromania. Je me suis dit, j'allais suivre. Et puis, effectivement, j'ai suivi, mais tout seul. C'est ça, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Glade est disponible gratuitement sur YouTube et à l'international, hein. C'est pas juste au Japon, c'est ça qui est dingue. C'est ça. Moi, je ne sais pas comment les gens consomment du catch. Moi, dans mon cas, je suis abonné à très peu de networks. J'ai fait la JPW récemment. C'est très ponctuel. Je regarde beaucoup de catch gratuitement sur YouTube. La Glade, du coup, tout est disponible. Les shows sont tous accessibles. Rien n'est en anglais, c'est le défaut, mais c'est absolument pas bloquant. Ça m'empêche moi. Ils l'ont fait en plus. Je sais qu'au début, je trouve ça super bien. Ils l'ont arrêté parce que je pense que c'était compliqué, mais il y avait du sous-titrage en anglais même. Oui, mais ça a pas duré. Et donc, j'allais dire, c'est pas primordial. Il y a pas de, ça reste du puroresu, donc c'est-à-dire tout se passe majoritairement dans le ring. Éventuellement, il y a de la conférence de presse derrière, mais sinon, il n'y a pas de segment backstage, donc il n'y a pas besoin de traduire grand-chose. Il y a juste quelques matchs où il y a un peu de comédie ou de choses comme ça, où ce serait bien d'avoir la traduction quand ils font une promo. Mais bon, voilà. Oui. Ils sont pas.
ils sont moyens chauds avec ça. Particularité rapidement de GLEAT, c'est que la compagnie est divisée en deux types de catch, deux catégories de catch. Le pro wrestling, donc le classique, très porté sur un peu le type Dragon Gate, on en parlera, mais c'est très, en même temps il y a beaucoup d'anciens de la Dragon Gate, ce qui est logique. Et l'UWF Gringo, l'UWF la défunte compagnie. Voilà, défunte compagnie, qu'est-ce que c'est exactement rapidement le WF Il faut voir l'UWF comme une espèce de représentation plus du MMA, on va dire. Alors le MMA quand l'UWF était démarré, il n'y en avait pas non plus, c'était pas aussi connu que maintenant, mais c'est l'idée que on ne fait pas de high fly, on va plutôt faire de la technique au sol. Il y a des règles bien particulières, on pourra les rappeler tout à l'heure quand on parlera du show. Il y a des matchs dédiés à ça. Ce que fait la GLEAT généralement, c'est qu'elle place toujours des shows de UWF au sein de ses shows normaux, ses shows classiques, et elle fait des fois, une fois dans l'année, elle fait un show dédié vraiment à la partie UWF. Voilà, c'est ça. Et donc, ce qui fait que les catcheurs, ils peuvent combattre dans la partie Puro, mais aussi dans la partie UWF. Ils ont les... C'est ça, il y a un mélange. Ouais, c'est ça. Soma Watanabe, l'un des jeunes prospects de la compagnie, qui s'amuse à même en faire. Je sais pas s'il le fait encore, mais je me rappelle que sur les débuts, en tout cas, il s'amusait dans le même show à faire de l'UWF et du Pro wrestling. Il y a eu un épisode où il a fait ça. Là, il le fait un peu moins. Et il y a Izuki, Izuki qui a fait aussi. Yue Izuki. Ouais. Et donc, en fait, comme ils sont jeunes, ils peuvent se permettre, mais je pense qu'avec le temps, ils vont faire attention. Ça va être dur. Ouais, et rapidement, l'UWF, grossièrement, on donnera les règles tout à l'heure. C'est le côté pure de ROH. Oui. Grossièrement, hein. Là je résume grossièrement, mais c'est ça avec quelques différences. Mais c'est quand même globalement ça. C'est un bon résumé, ça permet d'à peu près de situer. Il y a effectivement des questions sur les rope breaks, il y a un nombre de points, il y a pas de tombée en fait pendant la partie WF. C'est vraiment l'idée martiale, c'est je dois gagner face à mon adversaire, mais de manière bien claire, en le soumettant, ou alors qu'il n'ait plus qu'il ait dépensé tout le capital qu'il avait pour essayer d'éviter le combat. Donc vraiment, c'est une représentation très intéressante du catch. Après, ça plaît pas à tout le monde, j'entends bien. Il peut y avoir des phases lentes ou des choses comme ça, et il n'y a pas du tout le même rythme. Donc effectivement, c'est un peu différent. Non, c'est complètement différent. On en parlera d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire. Ils ont mis un clip vidéo pour rappeler les trucs. C'était long, hein. Oh, le clip vidéo était compliqué, trop long. Détendez-vous, là c'était n'importe quoi. J'ai hésité à le mettre, je voulais le mettre pendant l'émission pour vous montrer, mais je me dis ça va juste pour la blague, mais c'était trop long. T'as le temps d'aller acheter un café largement compris. Non, il te présente coup par coup ce qui est légal et ce qui est pas légal, c'était trop long, les gars. C'est la même présentation depuis le début, c'est-à-dire qu'ils l'ont même pas mis à jour en se disant bon, on va peut-être faire plus. Non, pas envie, flemme. C'était voilà, c'est. Il y a aussi pour GLEAT, il y a aussi d'autres particularités. En fait, moi, je considère que c'est un bon condensé du catch japonais. Et donc, il fait que tu as parlé de la partie qui ressemble à Dragon Gate. C'est vrai que c'est très nerveux, ça court dans les cordes, ça se met. Très Lucharesso. Un côté, c'est ça. Et puis un côté très je cogne. Mais il y a aussi un point important, c'est que c'est mixte. C'est-à-dire qu'il y a des filles qui sont dans le roster, qui sont signées. Alors, elles sont pas nombreuses. Généralement, ils font venir des catcheuses indépendantes ou alors d'autres compagnies. Des free, sachant que justement, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a plein de partenariats. Donc, si vous regardez déjà des compagnies japonaises, vous allez voir apparaître des catcheurs ou des catcheuses qui sont dans d'autres compagnies. C'est assez ouvert, ils viennent assez régulièrement. Et donc, il y a des filles qui combattent. Alors, ils font peu d'intergender, c'est arrivé. Mais c'est plutôt effectivement dans le show, il va y avoir 1 ou 2 matchs féminins selon les filles qui veulent mettre en avant. C'est ça. Et pour l'instant, actuellement, il n'y a pas de championnat féminin. Non. Je pense que ça peut se faire quand ils développeront. Pour l'instant, ils n'en ont pas assez pour avoir quelque chose de conséquent. Mais je pense qu'une division women va sans doute arriver chez GLEAT, ce qui est quand même assez innovant du côté d'une compagnie de Puro, parce que c'est toujours très séparé, Joshi et Puro. Donc c'est même quasiment la seule qui le fait, à part Freedom et vraiment des choses. Non, quoique Bigidom, j'ai un doute, mais Freedom le fait. DDT, bon, c'est encore notre délire, ils le font, mais voilà, c'est vraiment une compagnie qui ancre vraiment ses fans, donc c'est bien. Ça change. Il y a des gros noms, parce qu'il y a de très gros noms rien que sur ce show, côté des femmes.
on en parlera. Mais non, c'est vraiment cool. On a vraiment tout. On va commencer le show déjà. Oui, On va commencer le show. Pour commencer avec le premier match, c'est Yan's Family. Donc c'est Issei Onitsuka et Yuzuki Kodama qui affrontaient Junji et Shigehiro Irie, qu'on connaît bien, le vainqueur du Gold Karat. Gringo, hein, oui. qui te fait rêver. Ouais, j'aime bien ce garçon. Il était dans sa tournée européenne, là. Il avait quitté la Glette. Parce que moi, je le suis. Il fait partie du clan Strong Arts. On va rappeler les clans pour faciliter un peu la compréhension. Et il fait partie du clan Strong Arts. Et là, il était dans sa tournée européenne. Il est resté à la VXP. Il est passé à la HCP. Il est passé à la RevPro. Je sais plus si c'est la RevPro. Ouais. Voilà, il a fait le tour des popotes quoi, en Europe. Donc, c'est ça. Et il vient d'ailleurs avec une tenue un peu étonnante dans le match à la Mad Max là. C'était surprenant. La première fois qu'il est comme ça. Un délire, qui est Strong Earth officiellement. Hein, Shigehiro Irie, faut le rappeler. Et il a affronté Yan's Family. Yan's Family, ça a été créé en 2023. Je connais pas trop le clan. Ils sont assez délirants. Moi, je connais les deux catcheurs, mais je connaissais pas le clan. C'est formé comment? C'est quoi l'histoire? Alors l'histoire, ils sont un peu tombés du camion avec l'arrivée justement de comment il s'appelle, Kodama dans l'équipe. En fait, il ressemble un peu à, comment on pourrait dire ça, des artisans japonais traditionnels dans leur tenue. Ils ont un tablier. Ils viennent des fois avec un bandeau autour de la tête. On dirait des boulangers là qui après le travail ils font un peu de catch, donc c'est un peu surprenant la première fois. Il doit y avoir une explication, une thématique japonaise mais que moi j'ignore. Pas tout. Mais voilà. On comprend pas tout, mais c'est un gros délire. Mais c'est deux très bons catcheurs. On va avoir un match un peu court, c'est dommage, ça dure 4 minutes 47. On n'a pas le temps de trop de se lancer dans ce match, je trouve. C'est vraiment un opener pour lancer, mais c'est un peu dommage. Irie, je trouve ça court quand même pour un match de Irie quand même. Mais effectivement, après, en ce moment, il se passe un truc, on verra si ça dure. C'est que Irie, donc, il fait partie du clan Strong Arts. Strong Arts, c'est le clan historique de la compagnie. C'est celui sur lequel s'est montée vraiment la compagnie à cause de la renommée qu'il avait. Donc Strong Arts, c'était Shima, T-Hawk, El Lindaman et Irie. Avec eux, il y avait aussi Onitsuka, qui maintenant est passé chez Yan's Family. Ils l'ont débauché. Et donc du coup, ce clan actuellement, aucun des participants n'est vraiment rattaché encore. Ils font plus trop la promo, donc on verra comment ça évolue. Mais ils vont peut-être entre guillemets arrêter de le mettre en avant. Donc d'ailleurs, c'est eux, c'était le fer de lance de la compagnie. Et maintenant que la compagnie est lancée et a ses propres clans, il y a forcément moins besoin. Après, ça reste les hommes forts de la compagnie. Le champion actuel, c'est T-Hawk, donc qui fait partie du clan. Il y a eu El Lindaman qui avait été champion pour un très long run. Donc voilà, ça reste quand même les cadors de la compagnie. C'est ça reste les boss, c'est la base solide, mais voilà. Un match un peu court. Yan's Family qui va gagner. Je te force pas à noter, Gringo, tu fais comme tu le sens. Moi, je suis à 3,25 parce que c'est beaucoup trop court comme match. Oui. C'est vraiment un opener très très court. Donc, je dirais que la force de ce match-là, c'est très représentatif de ce que fait Glett en version très condensée. Moi, le point que j'ai bien aimé, c'est l'apparition de Junji. Alors, je le prononce peut-être mal, je suis désolé. Donc, c'est un catcheur chinois. Il est apparu. Donc, là, le show dont on parle, c'est l'équivalent d'un pay-per-view. C'est un gros show pour la compagnie. Avant, ils font d'autres petits shows équivalents au Road 2 de la New Japan. Et il était déjà apparu dedans. Ils avaient monté un petit peu l'histoire et la rivalité. Et je le trouve assez intéressant comme catcheur. Et il a un style un peu kung-fu. Et donc, dans la façon dont il porte des coups, où il se positionne, c'est différent des autres catcheurs. Et donc, rien que pour ça, c'est un peu frais. De mémoire, il vient de la compagnie où Strong Arts, c'était, Shima, Lindaman et Tio qui étaient passés en Chine. Ils en avaient fait. Ils ont la OWE qui appartient. Je sais pas si ça lui appartient, mais c'est lui qui a un peu créé l'OWE en Chine, donc parce que Strong Arts travaille en Chine. Je sais pas s'ils le font encore, mais en tout cas ils l'ont fait. Et c'est bien. Ça veut dire qu'ils vont chercher des jeunes talents chinois qui vont avoir énormément de mal à s'exporter, et surtout au Japon, parce qu'il y a quand même un petit problème de racisme entre la Chine et le Japon quand même. C'est un peu tendu, donc c'est bien. Mais oui, il a fait une bonne impression ce catcheur. Moi j'espère qu'ils le rebookeront. Il était intéressant, vraiment.
ce style différent, je pense que ça vaut la peine d'être exploité. Mais bon, on verra ce qu'ils nous proposent. Ouais, voilà, c'est ça. On va passer au deuxième match, c'était un six-man tag, c'était Galeno Del Mal, Anaoka et Quiet Storm qui affrontaient El Bendito, Emperador Azteca et Mazada. Donc les Mexicains étaient de la partie avec des Japonais et Quiet Storm. Du coup, et Quiet Storm. J'ai du mal à citer Quiet Storm maintenant, pour moi il était Bihulk Orchestra. Mais c'est toujours le cas, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas, d'accord. Ouais. Et donc, ouais. il n'était pas associé à des gens de Bihulk Orchestra. Si, Galeno Del Mal est rattaché à Bihulk Orchestra. Alors, pour situer Bihulk Orchestra, c'est aussi un clan historique de Glet. Alors, quand on dit historique... C'est le premier vrai clan créé par Glet. Oui, en fait, ce clan-là, quand on avait Stronghearts, qui était le clan de Face et de fondateur, face à eux, ils avaient un clan de heal, de costauds... un peu stéréotypé, qui était le Bihulk Orchestra. Oui. Donc ils étaient très heal au démarrage. Ils ont un peu évolué là récemment. Ils sont plutôt twinners. Des fois, c'est face un peu tricheur, ou des fois, ils peuvent jouer les heals dans certains combats. Voilà, ça dépend des situations. Et en l'occurrence, Galeno Del Mal, c'est... Alors, je sais plus si c'est le fils de Dr. Wagner Jr. ou de son... Enfin voilà, il fait partie de la lignée, je crois, de mémoire. En tout cas, c'est dans la famille... dans la famille et des Wagner, ouais. Et il est assez impressionnant pour le public japonais parce que c'est un gros gabarit. Il est monstrueux. Oui, alors je l'ai vu. À l'écran, il est monstrueux. Je pense que par rapport aux japonais, c'est pour ça qu'il a l'air plus grand, mais il doit pas avoir le gabarit du Big Show. Mais il est quand même bien large. Et du coup, c'est effectivement le fils de Dr. Wagner Jr. Et donc son grand-père est le légendaire Dr. Wagner. Donc, voilà. Et donc du coup, c'est vraiment le luchador masqué, mais pas avec le gabarit du high flyer. Donc c'est assez surprenant. Non, mais il déplace bien quand même. Oui, il fait quelques spots. Attention, ouais. Et c'est le frère du coup de El Hero Del Wagner Jr. qui est à la Pro Wrestling Noah actuellement. Donc voilà. Le match est cool quand même pour le. Alors je le trouve intéressant ce match. Ouais, le match est pas mal. L'équipe en face, El Bendito, Emperor Azteca et Masada. Alors c'est Black Generation International. C'est un clan formé, c'est une partie du clan formé récemment. C'est un clan qui a une particularité. Il est dirigé par un japonais, mais par contre, il y a quasiment que des Gaijin ou des Mexicains qui sont dans le clan. C'est Ishida qui est le leader. Il y a Kotaro Suzuki qui est bien connu du Puro, qui accompagne, mais sinon la majorité des autres catcheurs sont plutôt des Mexicains. Et donc du coup, oui. Non, vas-y. Du coup, dans l'équipe, donc il y a Masada qui lui n'est pas mexicain, qui est un freelancer aussi connu du circuit japonais. Ouais. Et El Bendito, il est là pour faire du spot. Et il y a Emperor Azteca qui est le champion de Big Lucha, la compagnie de Bandido, qui lui, alors c'est mon ressenti, lui c'est pognon. Il est magnifique. Je l'ai trouvé magnifique dans sa tenue. Ouais. Il est charismatique. Il est magnifique. Dans son catch, tout de suite, je le connais. Jamais entendu parler, mais quand je le vois, j'ai fait waouh. Ouais. Franchement, lui, ça fait 4-5 fois qu'on le voit. Il a eu des matchs vraiment où il est marquant. Là, ça s'est pas vu, mais franchement, lui, je serais pas surpris qu'il aille un peu plus loin que le Mexique. Il a un truc. Ce serait bien. Ah ouais, il a un niveau. Bendito est aussi assez intéressant, Bendito. Non, le match, c'est pour vraiment présenter. C'est ça qui est intéressant avec Glade, c'est qu'on vraiment on se diversifie. On va chercher des Mexicains, on va chercher un peu de tout. C'est vraiment cool. Back Generation, je pensais que c'était j'ai vérifié avant l'émission, je pensais que c'était un clan qui venait du Mexique au départ, mais pas du tout en fait. C'est vraiment créé, c'est pas un dérivé à la Ingor Bernable ou Los Perros del Mal. Par exemple. Non, c'est vraiment au Japon. Et là, comme les catcheurs qui sont le leader et ainsi que Suzuki, ils sont apparus chez la JPW en tant que Black Generation International. Donc le clan s'exporte ailleurs, ce qui est bien. Ça veut dire que on les cite et on les voit, sachant que la partie mexicaine, elle, à ma connaissance, elle n'est apparue que chez Glet. Je ne sais pas s'ils apparaissent au Mexique en tant que Black Generation International, ça je sais pas.
Ouais, je pense que ça peut se faire. À mon avis, il y a moyen qu'il le fasse. Il n'y a pas de raison qu'il le fasse pas. Sur le match, globalement, bah, c'est un match. C'est le problème du début du show, hein, ça va venir. Trop court, à mon sens, encore. Oui, je pense que c'est là pour faire plaisir au public, public japonais de GLEAT en plaçant les Mexicains, parce qu'ils réagissent à chaque fois qu'il y a les Mexicains sont là. Ça fait bien réagir le public. Ça leur fait plaisir de voir les spots quand on voit Galeno Del Mal avec son gabarit qui fait un saut au-dessus des cordes. Bon, voilà, c'est impressionnant. Je pense que c'est vraiment pour faire plaisir au public, pour qu'il soit chauffé un petit peu parce que là, le match se résume beaucoup à des spots. C'est pour ça que je parlais d'Emperor Azteca où on le voit pas briller. Ça se résume quand même à ça. Donc c'est un match qui n'est pas vraiment représentatif de ce qui est fait, mais il y aura bien ça dans des show GLEAT, si vous en regardez, il y aura bien toujours ce type de match-là. Ouais, c'est ça, clairement, ça va. C'est sympa. Derrière, on va passer au troisième match. Et là, j'ai un visuel. J'en avais pas pour les deux premiers. J'ai galéré à trouver les visuels. Oui, d'ailleurs, GLEAT, faites un site internet, faites quelque chose. J'ai dû remonter sur Twitter à un moment où je ne pouvais plus remonter. Je ne savais pas qu'on pouvait sur Twitter ne plus remonter à un moment. Et bah, le fil, et bah, on pouvait. Et on passe au troisième match, qui est un match de championnat. C'était les Voodoo Murders pour plaire à Cody. Bonsoir Cody d'ailleurs, qui était rapidement sur le chat, qui sera en team replay. Jun et Saito et Rei Saito, les frangins, qui sont champions G-Infinity, qui est le titre par équipe de la GLEAT. Ouais, il y a des choses à dire. Qui affrontaient les patrons, entre guillemets, en tout cas les bookers, les dirigeants, les darons, voilà, les darons, Kazayashi et Minoru Tanaka. Hein. Tu le fais bien. C'est je trouve ça ridicule. Mais bon, voilà. Donc ouais, les darons, comme tu dis, Gringo, ils affrontaient Jun et Rei Saito. Ça faisait un moment que je les avais pas vus les deux, et je peux confirmer une chose. Bah les deux frangins sont toujours aussi mauvais. Hein, Gringo. Voilà, c'est mon sentiment, mais. Alors je vais pas passer Cody qui serait en train de dire mais non, mais vous êtes méchant avec. Oui, non, en replay. Si tu nous regardes en replay, hein, Max, Cody, pardon. En fait, je comprends pourquoi ils sont utilisés. Je comprends pourquoi ils sont là. En termes d'image, je pense que le fait qu'ils soient champions par équipe, c'est des vrais heals. De toute façon, le premier truc qu'ils font dans le match, c'est sortir du ring et aller taper les adversaires en dehors. Donc, on est dans le stéréotype. Je peux pas dire que chez AJPW, quoi. Oui. Je peux pas dire que ce soit mauvais, mais c'est pas ce qu'on attend quand on regarde GLEAT. C'est surtout ça, moi, qui me dérange. Ouais, c'est ça. On veut de GLEAT, c'est le centre, c'est un projet. Ils sont même, je pense qu'ils sont très en avance sur les autres. Et peut-être que c'est pour ça qu'ils sont peut-être moins regardés d'autres. Ils sont tellement en avance que c'est étonnant d'avoir un style très ancien dedans. Ouais. Mais c'est pour faire de la hit, justement. Ouais. Après, je pense qu'ils sont dans leur rôle de Voodoo Murders. C'est leur style. Ils font ce qu'on attend, enfin, ce que des fans attendent d'eux. Et donc, je comprends du coup pourquoi Cody aime ça, parce que ça correspond bien à un style. Là, en l'occurrence, face à eux, les darons, ils sont habituellement là dans les matchs chez GLEAT. Hayashi et Tanaka, ils sont plutôt là pour mettre en avant des guests ou pour faire travailler les jeunes. C'est en ça que GLEAT, personnellement, il y a aussi... Vas-y. Taper les jeunes. Oui, c'est vrai. Taper les jeunes. Ils tapent des jeunes, mais ils les mettent en avant, ça les valorise. Contrairement à d'autres compagnies où les darons, ils sont champions. Là, par exemple, je prends un exemple. Noah, tu peux le dire. Tu peux le dire, c'est Noah. tu peux le citer, hein, t'as le droit. On est libre ici. Ça va, bon. Non, ils regardent pas. Ils en ont rien à foutre, Noah, ils écoutent personne. Donc, je prends un exemple. Shima, il pourrait être champion. Il aurait pu l'être, il pourrait l'être actuellement. Je veux dire, c'est un des patrons de la compagnie et c'est le clan principal. Non, pas du tout. Il est jamais. Et met en avant ses poulains, ses deux poulains. Oui, c'est ça. Et c'est pareil pour Hayashi Tanaka. Alors, ok, ils gagnent des matchs, ok, mais ils sont là pour promouvoir la compagnie et pour amener les jeunes à être mis en avant. Et je peux le dire, moi personnellement, c'est peut-être pour ça aussi que j'aime GLEAT, parce que c'est pas du tout l'esprit. Ok, mon sensei, je vais me faire marcher dessus pendant 2 ans avant d'avoir un espoir d'apparaître avec une victoire. Là, non, pas du tout. Ouais. Ils ont fait ça pour certains. C'est un peu la fausse culture. Ça, je trouve que c'est la fausse culture en fait japonaise où on nous fait croire que c'est la culture du sensei, du maître, pour traduire. Mais dans le monde du catch, c'est plus des guerres d'ego.
On va pas se mentir, c'est surtout des gros égos et je trouve que Tanaka et surtout Kazayashi mettent leur ego de côté et ils pourraient parce que quand même c'est pas n'importe qui et je trouve qu'ils sont très sous-cotés, surtout Kazayashi dans sa carrière a été très sous-coté. Il mérite beaucoup plus que ce qu'il a eu quand même dans sa carrière et ce qu'il fait est mettre en avant les jeunes et Jun et Rei Saito, hein, ils les ont énormément mis en avant, ils les ont mis over alors qu'ils sont insupportables. Hayashi, il faut rappeler, c'est quand même un champion par équipe de la JPW, effectivement, il pourrait se la raconter vraiment fort. Et pourtant, il est plutôt vraiment là pour faire travailler tout le monde. Donc c'est vraiment agréable. Il est revenu, il a eu une blessure l'année dernière, il a fait quelques matchs où quand il était revenu, c'était pas ça. Et là, par contre, ça m'a fait plaisir. Dans le match, il est ça revient. Ouais, c'est Kazayashi, c'est celui qui, dans sa carrière, qui était à ça d'être champion à chaque fois, mais qui ne l'a jamais été, qui a toujours été dans l'ombre chez JP de moto, voilà, surtout. Et je trouve qu'il il a un immense talent, mais il a jamais été assez mis en avant. On lui a toujours un peu volé la place. Et c'est bien, c'est qu'il ne le reproduit pas. Non, effectivement. Avec Glate. Il était champion par équipe chez JPW et là, à la Glate, il s'est pas positionné non plus pour dire il a une chance au titre. Mais fondamentalement, quand ils sont présentés pour combattre les frères Saito, on s'attendait pas non plus à ce qu'ils prennent le titre. Et Minoru Tanaka, faut quand même en parler un minimum. Effectivement, il est ridicule avec sa bouteille. Par contre, lui aussi, quel talent. Il a un petit souci dans sa carrière à la JPW avec la fameuse histoire avec ce qui s'est passé dans un ring, dans les vestiaires, et il était présent quand il y a eu un petit souci. Je suis pas au courant. Et donc, c'est pour ça qu'il est, entre guillemets, peut-être un peu blacklisté ou pas au niveau où il pourrait être. Bonsoir, Traf. Vas-y, continue. Mais en tout cas, ça reste lui aussi, techniquement, moi, chaque fois qu'il est sur le ring, il rend des copies propres, c'est vraiment plaisant à voir. Lui aussi, je pense que là, je sais il vient avec un titre de temps en temps, je n'ai pas vu de quelle compagnie, mais il fait la promotion d'un autre titre, donc il doit être champion quelque part, ou il l'a été encore il y a quelques temps. Il est champion Gaora. Donc il est champion chez Gaora, c'est All Japan, tout simplement. Il y a un titre Gaora chez All Japan. Donc oui, parce qu'il y a une grosse alliance avec la JPW actuellement. Oui, il faut quand même se dire, si vous regardez Glate, vous allez avoir le roster qui fait une vingtaine de personnes qui sont présents. Et vous allez avoir plein de guests qui viennent de toutes les compagnies. Il y a eu des Gaijin de chez Noah, il y a des Mexicains, il y a des gens de la New Japan qui sont passés, et pas des comptes. Sanada, Takagi, oui, de mémoire. Il y a eu Goto, il y a eu Duki, qui a fait un super match face à Lindaman. Si vous avez l'occasion, c'est sur YouTube gratuitement. Il faut vraiment aller le voir, quoi. C'était vraiment, vraiment chouette. Donc il y a plein de monde. Pareil pour les filles, il y a des filles de Seedling ou même de Stardom qui sont passées. Donc ils font venir beaucoup de guests. Mais réellement, c'est la JPW qui fournit le plus d'invités ou qui a plus de liens pour des échanges dans des matchs. Les gars apparaissent des deux côtés. C'est vraiment là que ça se passe. C'est vraiment avec la JPW. Ouais, ce qui est paradoxal quand tu vois le style très ancien de la JP, c'est ça qui est fou, mais ça marche bien. Ça matche bien. Avec les jeunes, c'est un peu logique. La division junior de la JPW et Glate, il y a quand même des compatibilités. Ils ont besoin de l'un de l'autre. Oui. C'est ça. Donc c'est ça qui est intéressant. Pour la petite histoire, Voodoo Murder, on dit voilà, c'est eux qui gagnent, qui conservent leur titre. Donc Kazayashi et Tanaka. Moi, quand j'ai vu le match, j'ai fait les anciens vont se prendre le titre et vont battre les méchants de la JP. Pas du tout. Donc on va attendre, on verra qui les affrontera. J'ai pas vu d'un adversaire pour l'instant, il n'y a rien annoncé de prochain adversaire. Mais voilà, les frères Saito sont toujours champions. Je vois bien des jeunes de Glate les détrôner dans une grosse pop. On en parlera tout à l'heure rapidement, mais il y a quand même un sacré gros show, le version 7, je crois, c'est 7, le 7ème qui est en mois d'août, avec 2-3 noms qu'on connaît, on en parlera tout à l'heure. Méga, c'est le show version méga, c'est ça le titre. Méga, ah ouais, c'est fou. Là, il n'y a même plus de numéro, là, on est sur du... Sachant qu'il y a de la hype, parce que le dernier show qui avait été appelé comme ça, c'était la version extra, c'est un des meilleurs shows qui ait fait la Glate, donc moi je suis à fond là. Ils ont un certain guest déjà qui va faire parler. Ouais. C'est exceptionnel de l'avoir en exclu au Japon en plus, pour l'instant. On en parlera. Et on va parler du côté féminin maintenant, on en disait tout à l'heure.
Aoi. Aoi, elle est de où Aoi, elle vient de la Just Tap Out. Je vérifie en même temps. Janakai, qui est une connue de l'indie d'ailleurs aux États-Unis. Michiko Miyagi, qui est plutôt une freelanceuse de mémoire, qui est chez Glade actuellement. Elle est signée. Alors, elle était signée. En fait, je vais te laisser terminer de présenter, mais tout est basé sur sa présence, en fait. D'accord. Il y avait qui d'autre ? Il y avait Risa Serra. J'adore Risa Serra. Je suis totalement fan. C'est pour ça que je disais des gros noms féminins. Risa Serra, pour moi, c'est un très gros nom féminin. Parce que c'est une ancienne catcheuse, bien sûr, de la Ice Ribbon. Elle a eu un match de championnat à la Stardom qui était exceptionnel, qu'on avait review avec Max, qui est incroyable. Elle a sa compagnie, la Prominence. Oui. Donc, c'est une compagnie de deathmatch. C'est l'une des meilleures catcheuses en activité, je trouve, en termes de Joshi. Hein. Vraiment, elle a un talent immense. Donc, c'est exceptionnel de l'avoir là. Affronter Itsuki Aoki. Aoki qui est de... Oui, je vérifie quand même. Oui, c'est ça. C'est de la Wave. Je vérifie en direct. Raidin Agane, pardon pour la traduction, je ne sais pas. Que je ne connais pas forcément. Unagi Sayaka. On connaît bien. Quand même. C'est... Comment dire ? Tu nous en parleras tout à l'heure. Je pense qu'il y a des choses à dire. Et Yukari Ozokawa, qui ne dit pas grand-chose, c'est une nouvelle de Glade. Non, en fait, elle pourrait avoir l'air nouvelle parce qu'elle a 18 ans, mais en fait, elle a été prise dans la compagnie à 16 ans. Et elle est apparue, c'est juste qu'elle a changé de look et de coupe de cheveux. Donc, si tu l'as vue dans des shows précédents, tu peux pas la reconnaître facilement, en fait. D'accord, c'est ça. Voilà. Donc on avait un mélange de signé Glade, même si on va voir si c'est vrai contrat, enfin bref, et de Star hein, quand même, Risa Serra comme je disais. Donc sur ce match, raconte-nous, il y avait des petites anecdotes, une petite histoire. Ouais, en fait, tout si on regarde Glade depuis un moment, en fait, tout est basé sur le fait que Michiko Miyagi, c'est la première femme signée chez Glade. Et que je trouve très bien. Pour donner un ordre d'idée pour les gens qui regardent, moi je suis pas trop Joshi, c'est pas trop ma cam. Miyagi, elle représente le contraire de ce que j'ai pu voir dans du Joshi, c'est qu'elle met un engagement physique et elle cogne vraiment fort. Alors je sais qu'il y a des compagnies qui proposent ça, la Stardom, et elles font pas que se donner des petites claques, on est bien d'accord. C'est parce que non, ça va. Ça envoie. Mais Miyagi, elle a même fait de l'intergender, elle a un engagement physique qui est impressionnant. Et donc toute la compagnie, pendant les deux premières années, a tourné au niveau féminin autour d'elle. Et elle a fait complètement. Ouais. Elle a fait monter Yukari Ozokawa, qui était la petite jeune, elle l'a fait grimper, elle l'a fait progresser. C'était sa grande sœur quelque part. Et il y a eu Nagi qui est arrivée il y a au début d'année, peut-être un petit peu avant, et qui a commencé à avoir une rivalité. Miyagi n'arrivait pas à surpasser Unagi. Et donc de ce fait-là, il y a eu un enjeu, alors je ne maîtrise pas non plus tous les codes, mais il y a eu un enjeu, c'était de savoir si Michiko Miyagi, elle allait rester, parce qu'en fait, elle se faisait dépasser. Et donc la grande sœur ne pouvait plus aider la petite sœur. C'est Unagi qui commençait à prendre ce rôle-là, à tel point que les matchs par équipe qui avaient lieu en féminin, c'était Unagi et Ozokawa. Et donc Miyagi est partie de la compagnie. Là, c'est le premier match. Officiellement. Oui. Elle a quitté, elle a arrêté son contrat. Elle a fait du freelance et elle est passée chez Ice Ribbon, donc je pensais que c'est pour ça que Risa Serra est aussi là. Il doit y avoir un lien, mais comme je regarde pas Ice Ribbon. Mais Risa Serra n'est plus, elle a quitté Ice Ribbon, elle est en désaccord avec. Je ne sais pas si elle réapparaît pas là-bas ou s'il n'y a pas un lien, peut-être. Je crois pas, non, je crois qu'ils sont pas partis en super terme. Ah, d'accord. Bon. Et du coup, là, c'était la première fois qu'elle revenait. Et donc, on s'attendait du coup à cette confrontation-là. En fait, tout le reste, je ne vais pas dire qu'il est anecdotique, les autres combattants sont apparus, notamment Raidin Agane, qui a un physique impressionnant à porter des meubles et à déménager les gens. C'est ça, vous voulez des meubles Ikea, appelez-la. À vous, les montes dans l'escalier sans problème. Juste un petit passage, je dis juste bonsoir à Mélanie et bonsoir à Loïc qui nous rejoignent. Et du coup, le fond de ce match-là, c'est pas vraiment le 4 contre 4, c'est vraiment Unagi et Miyagi et aussi le rôle de Ozokawa entre les deux, la nouvelle grande sœur et l'ancienne grande sœur. Bah, ça rend bien parce qu'elle se fait. La petite sœur se fait un peu casser la gueule quand même. Hein. Il se fait
bien défoncé durant ce match. Tout est centré là-dessus. On a un bon petit match. La note est à 5,27 quand même sur Cagematch. Je trouve un peu dur quand même. Le match c'est pas si mauvais que ça. Ouais. Personnellement, je passe un bon moment. Moi, le reproche que j'ai, moi, c'est que ça fait prolonger la storyline. Tu sens qu'il va y avoir encore de la suite derrière. Je crois Ouais, qu'ils l'ont annoncé. c'est de l'attente. Voilà. Moi, la grosse déception que j'ai, donc si tu prolonges la storyline et que le match il est plaisant, ça va. C'est Janakai. Moi, je l'avais déjà vue. Elle est même passée à la EW. Franchement, j'ai pas compris qu'est-ce qu'elle apportait. Donc, elle était bookée en plus. Ça faisait une Gaijin entre guillemets, mais franchement, elle était transparente sur le match et c'est dommage. Elle est pas exceptionnelle. Elle a encore beaucoup de travail. C'est une kickeuse. Une vraie kickeuse. Je pense qu'elle a fait des arts martiaux, ça se ressent. Du côté de l'Indie US, c'est pas une catcheuse exceptionnelle. En tout cas, elle a beaucoup de choses à apprendre, un peu apporter des choses. Je sais qu'elle est à la Paradigm souvent, la Paradigm qui fait un peu qui fait complètement de l'UWF, par exemple. Peut-être pour ça qu'ils l'ont pris, mais je la trouve. Moi aussi, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça très étonnant qu'elle soit là. Donc si elle fait de l'UWF, il y a potentiellement, elle pourra réapparaître pour faire d'autres matchs, mais là, bon, sur ce match-là, c'était pas nécessaire. Ouais, c'est pour histoire d'avoir un nom pas trop cher qui vient des États-Unis, du côté de l'Indie aussi. Hein. Probable. Mais ça peut-être l'aider pour se développer en étant au Japon. Mais donc voilà. Mais le match, voilà, comme tu dis, il est porté sur les deux autres femmes. Il y a même un segment à la fin au micro entre les deux, il me semble. Où elle se taunt, on comprend pas tout, mais c'est en train de se défier. Tout simplement, ça on comprend. Donc on va certainement avoir une suite. Il n'y a pas d'annonce encore, je crois. De ce côté-là, j'en ai pas vu. J'ai pas vu d'annonce de match. Mais en tout cas, il me semble qu'il parle de vraiment refaire un 4 contre 4. Donc j'étais surpris. Moi, je pensais qu'il parle plutôt un 2 contre 2 ou quelque chose comme ça, mais bon. Voilà. C'est peut-être pas encore officiel. Attendons les cartes pour être sûr, mais voilà. Ouais, c'est ça. On va passer à la suite qui est toujours du côté de Pro Wrestling. Je vais changer l'affichage. Waouh, c'est joli. C'était Bihulk Orchestra, donc avec Shimatani Hayato Tamura, Kazuma Sakamoto, qui a affronté, accompagné de Ryuichi Kawakami, pardon, qui affrontait les... Comment il s'appelle 60 secondes, ouais, j'arrivais pas à relire, pardon. Jun Tonshu, Keiichi Sato et Tetsuya Izuchi, donc des poids légers hyper vivaces. Dans la stipulation, tu m'expliqueras peut-être, j'ai un peu passé à côté, c'est un 4 on 3 handicap launching unit must disband match. Ils n'ont pas gagné le titre le plus long, mais quand même, ils étaient pas loin. Non, le deathmatch fait fort aussi là-dessus. Alors, pour situer, donc là, il y a on en a parlé au début de l'émission, Bihulk Orchestra. Donc là, c'est le gros du clan. Donc, Check Shimatani, que vous verrez toujours faire Check, c'est pour ça que son nom c'est Check, qui avait gagné ce surnom-là parce qu'il avait réussi à vaincre Shima. Et il n'arrivait pas à le vaincre et il avait réussi à vaincre. Donc, avec un tombé de 2, je crois. Il n'y avait pas une histoire de tomber de faire un tombé de 2. C'est ça. Je me rappelle de ce truc délirant. Et donc, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. La Glette, il y a souvent une part de comédie à un moment dans certains matchs. Il y a des matchs qui sont très rudes, très sérieux, très physiques, mais il y en a d'autres où ils vont toujours apporter de la comédie. Bah, Shimatani, c'est un bon catcheur, mais c'est un peu le bouffon, quoi. Moins. Je me rappelle de. Moins maintenant, parce que je me rappelle. Déjà, il vient de DDT. Oui. Il est formé à DDT. Donc, déjà, voilà, et c'était déjà un peu le bouffon du clan de Tetsuya Endo. À l'époque, il a rejoint. Je me rappelle qu'au début, ouais, voilà, c'était un peu le loser de la bande. Après, là, j'ai vu qu'il est un peu plus sérieux déjà dans ce match. En fait, c'est un truc qu'ils font bien, c'est que si un catcheur a l'air un peu ridicule, c'était le cas au départ, il va rencontrer de l'adversité et puis il va avoir une petite storyline où il va être mis en avant et en fait, ça y est, il a passé le cap, il est passé un cran au-dessus. Et là, actuellement, il est plus du tout. Avant, c'était effectivement le bouffon ou la mascotte. Là, c'est plus le cas. Là, il a vraiment son rôle. Il a été champion par équipe avec Tamura. C'était du sérieux. Et quand il est dans les promos ou des choses comme ça, il rigole pas. Lui, par rapport aux autres, il fait plus du tout de comédie. Il est vraiment là pour dire je suis engagé, je veux gagner des titres. Voilà, il a changé un peu d'attitude. C'est une pile, c'est comme Onitsuka qu'on a vu dans le premier match, Onitsuka Kain, comme j'aime bien l'appeler. Ils n'arrêtent pas, ils courent tout le temps dans les cordes. Ils ont un cardio de fou, quoi. C'est énorme.
C'est ça. Donc son compère Tamura, avec qui il avait été champion par équipe. Kazuma Sakamoto, qui est le dernier arrivé chez Glet, le dernier signé. Il était freelance et il a signé. C'est pour ça qu'en début du show, dans les gros shows, au début des shows, ils font apparaître tout le roster qui vient un par un sur le ring. Et donc, c'est la première fois que Kazuma Sakamoto en faisait partie. Et donc, il a pu arriver comme ça sur le ring. Et le leader du clan, alors, pas le leader charismatique, mais jusqu'à présent, c'était plutôt lui avec un petit peu Tamura. C'est Ryushi Kawakami, qui lui fait beaucoup de comédie, aussi bien dans le ring que pendant les promos. C'est souvent lui qui est au micro. Alors, je ne comprends toujours rien de ce qu'il dit, mais il a l'air très drôle. Le public japonais réagit assez souvent. Et donc, ouais, c'est ça. Il est assez drôle, assez costaud même. Hein. Oui, c'est le Okada sous stéroïde un peu. Hein. C'est dans le truc. Hein. Il lui ressemble beaucoup, je trouve. Il affronte Sortie Seconde, qui est une équipe que j'adore parce que les 3 catcheurs, je les adore en fait. Hein. Je suis content qu'ils soient ensemble en Tonsho, Sato et Izuchi. C'est vraiment des catcheurs exceptionnels. C'est des piles électriques aussi. Hein. Ouais. Ils sont un cardio de dingue. J'adore ce truc. Je sais pas s'ils vont pouvoir aller loin avec leur physique. C'est alors, ça, mais ils sont super. J'espère que tu en as profité. Parce que c'était bien le but du match. C'était un match handicap. Donc ils étaient 4 chez Bihulk Orchestra. Et ce clan, les 60 Seconds, c'est le 3e clan qui a été formé chez Glet. Donc c'est 3 jeunes qui en veulent, en gros, si on peut résumer ça. C'est ça. C'est l'idée, c'est ça. Et voilà. Celui qui est majeur dans le clan, le leader, Tetsuya Izuchi, c'est un très très bon. Lui, ce jeune-là, il va carburer. Il a un engagement physique, il est capable de faire du high fly, il est capable de tenir le micro. Lui, il va aller vraiment loin. J'ai beaucoup d'espoir sur lui. Son petit camarade Jun Tonsho, il était dans une losing streak pendant très longtemps chez Glet. Mais alors, quand je dis une losing streak, c'était ridicule. Et quand il a gagné un match, t'as tout le clan qui était là en train de le porter, même les adversaires. C'est incroyable, t'as gagné. Enfin, c'était invraisemblable. Depuis, il est beaucoup plus sérieux et il présente plus. Et Sato, lui, il est un peu en retrait. Il manque peut-être de quelque chose, mais il n'a jamais été beaucoup mis en avant. Et donc, l'enjeu du match, c'est de dire l'un des 2 clans s'arrête. Ouais. Et donc, comme c'est un match handicap 4 contre 3, normalement, on s'attend à ce que Bihulk Orchestra domine. C'est le cas, mais il y a un retour de 60 Seconds. Et du coup, perso, moi j'ai vraiment bien adoré ce match. Il y a vraiment ce qui représente un peu Glet, des séquences où bon, l'arbitre il est aux fraises, il regarde. Ah oui, à un moment c'est Nawak. L'arbitre au bout d'un moment il fait feuille. Je crois qu'il y a même un moment l'arbitre il lève la main, il fait c'est bon, démerdez-vous. Moi il n'y a plus de règles. C'est un classique de Bihulk Orchestra où ils vont tous rentrer dans le ring les uns après les autres, courir dans les cordes et défoncer un des catcheurs adverses qui lui est bloqué à moitié groggy. Et donc c'est un grand classique. Mais il y a même Non, je dis des bêtises. Oui, à un moment, il se retrouve à 4 sur ring et l'arbitre, il abandonne totalement l'histoire, quoi. Ouais. Et... Ça c'est un défaut. Enfin, ça peut déplaire aux gens. C'est japonais. Ouais. C'est que cette partie-là, l'arbitrage et le côté strict sportif, quand il y a un match un peu comédie ou quand il y a le Bihulk Orchestra, ça part souvent un peu en sucette, comme vous voulez. Mais c'est pas terrifiant. Là, j'avoue, ça c'est un truc qui est pas terrible. Par contre, quand le match doit être sérieux, alors là, il n'y aura pas de ça. C'est vraiment, ils font vraiment une distinction entre la partie comédie pour faire plaisir au public et les matchs pour lesquels il y a un vrai enjeu où on va t'impliquer dedans vraiment. Ça se voit. Ouais. On en parlera tout à l'heure. Ils ont une façon de le faire très orchestrée, très bien. C'est ça. Et Bihulk, du coup, Bihulk Orchestra qui gagne. J'ai envie de te dire logique. Oui. Moi personnellement, c'est quand même un clan fort. Donc les sorties de second, fini, c'est ça? Alors fini. Alors ce qui est sûr, c'est que Saito s'en va, tout seul dans son coin, il quitte le ring. Par contre, Tonsho et Izuchi, même s'ils sont déçus, même pas contents de la défaite, ils sont quand même mis en avant par Bihulk Orchestra. Alors on ne sait pas trop. Moi, j'ai pas comme. Je sais toujours pas. On n'a pas les traductions. Ils ont été inclus dans le clan, un petit peu du genre si vous perdez, vous venez chez nous et vous allez servir de presseur de citron. Ou si au contraire, ils sont juste séparés. C'est pas bien clair. Je sais pas dire. Pour l'instant, je pense que ça sera clair dans le prochain show. Parce que c'est pas forcément facile en tant que français d'avoir des traductions correctes. Donc, et sachant qu'ils utilisent que Twitter et Instagram, je crois, pour partager, donc c'est compliqué.
Il n'y a pas de site internet. Non. Donc non, un match vraiment cool. Je passe un bon moment sur celui-là. Non, vraiment sympa. Oui, pareil, c'est un chouette match. C'est ce que fait Glet et que c'est très bien faire. Alors, je pense qu'il y a quelques experts qui pourront dire s'il n'y a pas ce type-là dans d'autres compagnies. Mais pour des gros gabarits comme ceux de Bihawk Orchestra, quand ils vont rentrer dans l'adversaire à pleine vitesse, ça reste quand même impressionnant. Il y a aussi des phases justement bien distinctes où ils peuvent un peu être tricheurs, mais l'équipe adverse arrive à remonter la pente. Enfin, on est dans le classique du catch, mais ils maîtrisent bien le code et c'est souvent très dynamique. C'est rare des matchs avec eux. C'est très tag team Dragon Gate ou DDT. Oui. En fait, c'est clairement ça. C'est bien ficelé. Et ça, ils savent faire. Ils sont très très forts pour ça. On va passer au Six-Man Tag. C'était Shiro Hashimoto. Donc un match à intergender. Enfin, oui. Une femme. El Lindaman et Kento Miyara de la JPW. Voilà, Kento, c'est une énorme ovation quand même, ce qui est logique. Contre justement Black Generation International, Flamita, content de le voir là. C'est pas n'importe qui. Kotaro Suzuki, très très gros nom dans la division de junior. Je trouve que c'est une légende du Puro personnellement, en termes de junior en tout cas. Et Yutani, que je connais un peu moins. Ah oui, alors normalement, Hashimoto devait pas être là, ça devait être Bandido, mais comme il s'est blessé à l'AEW face à c'était qui, je ne sais plus, Claudio, il s'était blessé à la main, je crois, voilà. Donc, il pouvait pas être là, et donc c'est Hashimoto qui vient. Alors Hashimoto il est déjà apparu chez Glet dans les matchs contre Miyagi. Il y a pire. Un bonheur. Je me rappelle de son match à UWF, c'était une boucherie. Hashimoto, c'était un carnage, elle avait arraché en deux son adversaire, je ne sais plus qui c'était. Mais c'était fort. Mais Hashimoto, j'adore Hashimoto. Chez Stardom, je sais pas où c'en était, mais le peu ce qu'elle avait fait chez Stardom, je pensais qu'elle allait signer, elle n'a pas signé. Elle est toujours chez Sendai, mais Hashimoto, c'est une jeune catcheuse. Non, jeune, non, elle a 31 ans en fait. Mais c'est une catcheuse, c'est vraiment très très douée, puissante. Ouais. Très très puissante, et là on lui met du très très lourd avec elle, qui est Lindaman, Kento Miyara, Yutani, je ne sais pas qui c'est. Alors, pas se mentir. Yutani, je pense, c'est un projet, et c'est un bon projet. Il est très charismatique, il a un look déjà très, très particulier. Ouais. C'est un heel, mais fini. Pour donner un exemple, à un moment donné, il va souvent faire dans le match, il saute au-dessus des cordes, donc on pense qu'il va tomber sur l'adversaire, il va donner un coup violent. Il s'arrête et il donne juste un petit coup de pied, genre je te balance de la poussière dans la figure. C'est vraiment il a vraiment tout un moveset de heel et il est vraiment mis en avant comme ça. Il est suivi à la culotte par Suzuki, qui doit le former à mon avis aux petits oignons. Il vient du Mexique, il catch a priori à la Big Lucha, et c'est Flamita et Bandido qui... Et franchement, oui, bien. Gros potentiel aussi. Alors il est encore un peu green sur certains aspects, mais beaucoup d'espoir là-dessus. Et effectivement, il est entouré Flamita et Suzuki. Franchement, il y a pire pour être entouré dans un match. Ouais, voilà, il est très bien entouré. Ça nous rend un super match, le meilleur match actuel pour l'instant. Sur cette carte, ça a eu un peu de mal à se lancer, mais là on est vraiment sur un très gros match. Kento qui est pas dans un gros main event ou quoi que ce soit, donc c'est quand même, tu sens vraiment qu'ils veulent mettre en avant leur roster, c'est bien clair. Et c'est très très cool, le match est vraiment bien. Moi je suis à un bon 4 là-dessus. Je pense que tu as passé un très bon moment aussi, Gringo. Oui, c'était plaisant. J'aime bien le fait qu'ils mettent en avant Hashimoto, que ce soit Kento ou Lindaman. C'est pas la troisième roue du carrosse. Elle est vraiment là, et elle marque vraiment. Elle a même une séquence où elle défonce, je ne sais plus lequel d'entre eux, mais ouais, elle est vraiment bien présente. Lindaman s'est reteint les cheveux. On arrive au point mode de l'émission. C'est Lindaman qui, pendant très longtemps, avait une coupe avec les cheveux blonds platine, sachant qu'il fait des UV
il va finir avec un cancer de la peau dans 10 minutes. Il va mourir, oui, oui. Et il avait reteint les cheveux, enfin, ils étaient à nouveau noirs. Je pensais que c'était un peu comme Sanada, il y avait un effet, pas du tout. Il a retrouvé la teinture et c'est reparti. Et reparti, il y avait juste plus de couleur, il était en rupture de stock. Voilà. Non, et ouais, c'est un match exhibition quand même, entre guillemets, il n'y a pas d'histoire là, c'est vraiment. Et Black Generation qui perd. J'ai envie de te dire presque logique, parce que t'as Lindaman, t'as Kento. Il faut quand même les faire gagner. Hein. Je pense que AJP va dire oh les gars, on fait pas perdre Kento, faut peut-être pas déconner. On est gentil, mais quand même. Ça me semble logique, c'est pas dérangeant du côté de Black Generation. C'est même presque un feel good moment, je pense, pour la salle. Ils avaient l'air ravis pour Hashimoto. Et puis ils ont Kento Miura. Enfin, on n'en a pas parlé, mais le show, je crois que c'est dans la salle où ils sont au Tokyo Dome. C'est Tokyo Dome City Hall. Ouais. Ils sont. Une grande salle. Je crois que c'est 1200, 1300 spectateurs, ce qui est bien pour la Glette. Habituellement, ils font 300 ou 400. Ils font 1279 personnes. C'est bien, c'est plutôt bien. Donc je pense que les gens qui sont venus, ils viennent aussi pour voir des stars comme Kento Miyahara. Donc c'est vraiment chouette, quoi. Donc il y a un feel good moment. On te donne ce que tu espères. Il y a plein de compagnies où tu n'obtiens pas, c'est de la clim à longueur de journée. Ben là, voilà, là il y a des storylines, il y a des histoires et du suspense, mais il y a aussi des moments pour que tu sois content de ce que tu regardes et que tu obtiennes une partie de ce que tu espères. Donc ils équilibrent bien là-dessus, la Glette. C'est vraiment grave. C'est ça. Juste derrière, on va passer au main event de la catégorie Pro Wrestling, je précise. Avec le titre GX, étonnant, non très étonnant, toujours, hein, ça me fait toujours voilà, qui est le titre mondial de la Glate. Et le champion est T-Hawk actuellement. Et, il a affronté justement le jeune en devenir, en tout cas, on nous l'a vendu comme ça au début de la Glate. Ouais. Soma Watanabe, qui est un élève, c'est un élève de Muto, je crois, hein, de mémoire. Non, de Kazayashi, pardon. C'est un élève de Kazayashi qu'il a ramené de la Wrestle One. Ça devait être. On s'est beaucoup moqué de lui sur Mania parce que bon, ça devait être le catcheur en devenir, la grande star. Il a le package, en tout cas, il est intéressant et au final, il se faisait serpiller parti. Là, il est au titre, donc j'ai pas trop suivi Gringo, mais s'il est au titre, c'est qu'il quand même il a pris du gab. Il y a pas mal de matchs sur lesquels il se montre si pas dominant, mais en tout cas dangereux. Il en gagne beaucoup, il en a perdu quelques-uns, mais c'est plutôt des matchs en équipe, parce que la Glette propose quand même beaucoup de matchs par équipe, ou en 3, 4 ou 5, classique quoi. Mais quand il est tout seul, il montre vraiment des qualités. Il a un moonsault, alors c'est pas celui d'Okada, pas un moonsault, un standing dropkick, c'est pas celui d'Okada, mais c'est déjà pas mal. Et il est vraiment mis en avant comme effectivement probablement le futur Ace ou quelque chose comme ça. Ça commence à prendre de l'ampleur. Je trouve qu'il manque quand même un peu de charisme. Je le redis par rapport à d'autres du roster. Notamment chez Izuchi chez les 60 Seconds. Bon, voilà, ça se pose. Hein. Il y a eu quelques rivalités, quelques matchs. Même un Yu Iizuka, personnellement, il m'impressionne plus. Ouais. Alors, l'Izuka, il est moins mis en avant en ce moment et il a un travers, c'est qu'il a un personnage, mais il n'a pas de clan. Donc, tu me diras Watanabe non plus, mais il est souvent rattaché. Enfin, il était souvent rattaché à Stronghearts dans certains matchs ou avec Kazayashi. Alors que, oui, pour Izuka, il est vraiment tout seul. Et son personnage de loup solitaire, qui est sa gimmick, c'est vraiment ça, quoi. Il est tout seul. Il est énervé. C'est un mec énervé. Et puis il est un peu sombre, un peu dark. Ça fait un peu stéréotype quand même manga, hein. Mais bon. Ah bah oui, c'est le Japon. Donc T-Hawk et Soma Watanabe qui s'affrontent dans un super match. Ils nous rendent une très belle carte. C'est là qu'on voit que quand même Soma Watanabe s'est beaucoup amélioré. Et il est conduit quand même par un catcheur exceptionnel, c'est T-Hawk. Extrêmement sous-coté dans le monde du Pro Wrestling. Il devrait être bien plus haut, mais après il a fait ses choix. Hein. Il est signé Glate. Il continue à bosser avec Glate. Il a participé un peu avec New Japan, je crois, de mémoire. Japan aussi, il est engagé. C'est pas sur Carnival où il était Oui, c'est All Japan qui l'a fait. C'est El Lindaman qui a fait
Le tournoi junior. Voilà, le Best of Super Junior. Donc T-Hawk qui met bien en avant Soma Watanabe. Personnellement, j'y crois pas beaucoup quand même à la victoire de Watanabe dans le match. On n'arrive pas à me le vendre. Hein. Même sans regarder les stories, j'y crois pas. Belle victoire du coup de T-Hawk. Qui conserve son titre logiquement. J'aime bien d'ailleurs le délire des médailles. Ah oui. Des médailles. En gros, pour la petite histoire, le Challengers vient avec une médaille. Si le champion gagne le match, il prend la médaille. Donc il cumule les médailles de ses adversaires pour bien montrer son palmarès quoi. Moi je trouve que ça donne. C'est pour rappeler aux gens. Tu vois, Roman Reigns il aurait 2 médailles. Mais du coup, en 3 ans, mais ça donne du prestige en fait. Voilà. Oui, et puis j'allais dire, Lindaman il ressemble à Mr. T avec le nombre de médailles qu'il avait à un moment donné et était rempli. En fait, ça rappelle aussi, c'est ce que je disais, ils sont efficaces pour rappeler que ça reste une représentation d'un sport de combat. On croit au kayfabe, on croit pas, mais c'est pas la gimmick qui compte, c'est l'engagement pour devenir champion. Tu ne deviens pas champion pour avoir juste un titre, tu deviens champion pour dire c'est moi le meilleur et donc je vais battre tous ceux qui seront face à moi. Et ça, c'est bien représenté avec une médaille, qui est bien ce que tu reçois quand tu es sportif, quel que soit le sport que tu fais. C'est une représentation, tu n'as pas forcément un titre, comme en boxe ou autre chose, mais tu fais de l'athlétisme, c'est ça que tu reçois. Ça renforce l'esprit sportif. Et le fait qu'il porte la médaille, pendant qu'il porte la médaille, il y a une symbolique. Quand il vient sur le ring alors qu'il est challenger numéro 1, il peut faire d'autres matchs en attendant, il vient avec sa médaille. On rappelle que c'est bien lui. Et donc, c'est un artifice efficace. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Et quand il reçoit la médaille de manière solennelle, c'est un point où les matchs de championnat chez GLEAT, il y a généralement le general manager qui est présent, qui vient, lui, pour officialiser la chose. Et on n'est pas comme dans le catch américain où le general manager il participe au storyline de manière un peu bébête. Pas du tout. Il est là pour représenter officiellement la signature du contrat. Le match il va avoir lieu, il y a bien une déclaration, mais il est là, comme on pourrait le voir à l'UFC par exemple. On joue à la Dana White, c'est clairement ça. C'est un peu Dana White qui est là tout le temps, qui remet la ceinture après les matchs, qui est là aux conférences de presse, qui sépare les adversaires, vraiment qui est là, présent. Et du coup, c'est Masato Yoshino. Ce rôle de commissionneur, il n'était pas là au début de la GLEAT, et il est apparu. C'est un ancien de Dragon Gate. Moi, je le connaissais pas. Il a pris sa retraite. Quelque chose, c'est une légende du Dragon Gate. Ouais, je pense que Ave me disputerait s'il entendait en disant tu l'as pas regardé. Il faut que tu regardes. Il y a plein de matchs à voir. Bah, ils ont qu'à faire un network moins cher et plus facilement regardable. Voilà. Et du coup, il représente ça, il remet la médaille, c'est très solennel, il signe les contrats, il y a quelque chose de bien représenté là-dessus. Et c'est ces phases-là, donc si on a eu avant des matchs très dynamiques, de la comédie, tout ce qu'on veut, il y a une coupure dans le show. Et là, tout le monde se calme, tout le monde écoute, il vient, il représente. Et donc, du coup, il y a un aspect solennel. Et là, l'enjeu, il est présent. On se dit, là, on arrive au match de championnat. Là, il va se passer quelque chose. Là, il y a de la tension. Et c'est bien représenté en faisant cette cassure avec ce côté solennel. C'est ça. Globalement, le match, qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi, j'aime bien c'est un peu simple, mais j'aime bien le fait que T-Hawk qui joue dans sa catégorie, à savoir, il est rude, il met des atémis de bâtard, mais c'est affreux, des fois ça claque. Là, ça va, il est encore pas trop. Il y a des matchs où il a fait des trucs affreux. Il allait le tuer, sinon il le tuait. Ça va loin. Et donc, il va le chercher sur le terrain physique en disant t'es un petit jeune, t'es mignon, mais moi là-dessus tu peux pas me battre. Et donc, Soma compense avec de l'accélération. Et en faisant quelques mouvements de catch un peu plus high fly, quoi, pour essayer de contrer. Et du coup, T-Hawk se fait un peu rattraper là-dessus, mais il revient sur sa rudesse. Sauf que à chaque fois qu'il essaye de mettre une prise bien lourde, il fait un crucifix bomb à un moment donné de la troisième corde, des trucs bien sales, où on se dit, bah voilà, il va pas se relever. Eh ben si. Soma, il résiste. Donc sur l'impact, il n'arrive pas à rivaliser avec T-Hawk, mais en attendant, il a une bonne endurance, il tient le choc. Et donc, je suis d'accord avec toi, on se dit pas qu'il va prendre le titre à T-Hawk, mais il y a quand même un doute sur sa capacité. Il est pas loin. Tu sens qu'il s'en rapproche. Voilà, un peu Darby Allin. Il est tout fin. On se dit qu'il va jamais y arriver, et pourtant, il résiste. Mais là, par contre, il ne parvient pas à avoir le titre. Et sur l'échelle de Chop,
Sur l'échelle Shiozaki, pardon, on va dire que Shiozaki c'est 10, Tiochi il est à 9. Ah ouais. Et encore dans ce match-là, ça va. Il y a eu des matchs où. Il reste soft, mais c'est rude. Il est rude, hein, le cochon. C'est un tueur, c'est un assassin là-dessus. C'est ça. Et du coup, ça conclut le show Pro Wrestling, parce que c'est la particularité de Glaive. Il y a quand même une phase, juste avant de clore, il y a le nouveau challenger qui arrive sur le ring. Yato Tamura, donc qui fait partie de Beyond Orchestra, qui est un ancien champion par l'équipe, qui est un jeune lui aussi, même si ça se voit pas parce qu'il a un physique imposant. Ça faisait partie des catcheurs qu'on pensait qu'il allait devenir champion au début. Hein, à Lindaman, à un moment donné, c'est pas passé loin. Il était en finale, je crois, non ? Oui, c'est un très bon catcheur. Il a une partie comédie, mais en même temps, c'est un Golgoth. Hein. Franchement, c'est un monstre. Mais par contre, quand il accélère, il est impressionnant. Il a un bon moveset. Il est assez complet. Franchement, il faut pas le prendre uniquement pour son physique. Et donc là, je pense que le challenge, il va être compliqué pour T-Hawk. Je ne sais pas comment est prévu le booking de Glaive à long terme vis-à-vis du titre, mais moi ça me surprendrait pas que Tamura le prenne. Il a déjà challengé, il est capable d'aller le chercher, c'est possible. Je le voyais prendre le titre, être le premier champion, moi personnellement. Oui. Déjà à l'époque. Et ouais, voilà, il est formé par la petite histoire par mince, comment ça s'appelle, j'ai oublié son nom. Je vais le retrouver, il est de la Just Tap Out, il est par Taka Michinoku, voilà. D'accord. Donc, qui est un excellent entraîneur. Donc voilà, c'est pas n'importe qui, mais voilà, il faut pas se fier à son physique, il est aussi très athlétique et c'est ça qui est dingue, et il est excellent. Et du coup, comme je disais, ça conclut la partie pro wrestling, parce que c'est la petite particularité de Glaive, c'est qu'on sépare vraiment les deux catégories. C'est pas deux divisions différentes où les catcheurs peuvent aller dans les deux, mais on scinde en deux vraiment les deux shows et on conclut celle-là. On a même une pause et on attaque la partie UWF juste après la pause. Et avant tout, en résumant grossièrement, qu'est-ce que l'UWF Alors, du coup, il faut voir l'UWF, comme je disais au début d'émission, comme une espèce de représentation du MMA, c'est-à-dire que vous allez avoir plutôt des phases de combat. On est plutôt dans l'esprit martial plutôt que dans l'esprit domination. C'est le fait de vouloir vraiment gagner de manière claire contre son adversaire. Donc, pas juste un tombé et au bout de 3, il abandonne. C'est pas du tout la logique. Les règles, c'est qu'on peut perdre un match sur abandon, sur un KO technique, donc si l'arbitre vous compte 10 et que vous ne vous le relevez pas, sur de la soumission, ou alors si on a le moins de points, parce qu'il y a un système de points, au temps limite. Et donc il n'y aura jamais de tombée, on peut oublier les tombées. Donc ça perturbe peut-être si on n'a jamais regardé, mais une fois qu'on a intégré ces règles, ou qu'on regarde effectivement les règles pures chez ROH, on est dans la même logique. Les points, donc, on se rapproche, ouais. Les points, on démarre avec 5 points. Et on va en perdre si on utilise si on va dans les cordes, on est en train d'être soumis et on fait un rope break. Voilà. Si l'arbitre vous décompte suite à un coup, vous êtes un peu KO, mais vous vous relevez avant le compte de 10, mais vous êtes quand même, on vous décompte quand même. Vous perdez un point. Et si vous pouvez vous prendre des pénalités. Par exemple, les coups bas, des choses du ring, ils sont pas censés quitter le ring. On peut pas aller se combattre normalement à l'extérieur. Ça se passe uniquement dans le ring. L'arbitre peut mettre une pénalité et enlever un point à un des combattants. Donc il ne va pas y avoir de projection hormis des souplesses ou ce genre de choses. Il n'y aura pas de saut, il n'y aura pas de montée sur les cordes. Les coups portés, c'est des mains ouvertes. Il n'y a pas de coup de poing fermé. Les kicks, par contre, on peut se faire plaisir. C'est même d'ailleurs ça qui est intéressant. C'est conseillé. C'est vraiment intérêt. Au sol, on peut combattre au sol un adversaire qui est debout. Il y a des phases qui sont typiques du MMA de Ground and Pound ou la partie grappling qui se fait au sol. Donc on est vraiment... Il y a vraiment cette ambiance-là. Pour avoir regardé... Minoru Suzuki dans ses jeunes années quand il est passé sur la partie catch avant qu'il fasse la partie pancras vraiment legit. C'est ce type de catch là pour ceux qui ont vu des matchs de référence. Alors c'est pas exactement mais c'est toujours la même optique. Et il y a
moi, une chose qui m'avait surpris, c'est qu'on peut faire du tag. Alors au début, ça me paraissait étrange parce que ça se prête plutôt normalement en 1 contre 1. La différence, c'est que dans le cadre du tag, votre équipier, vous pouvez le faire rentrer quand vous voulez en faisant le tag. Par contre, quand il rentre, il y a plus personne n'attaque plus personne. On attend que l'adversaire soit en face et là, du coup, on peut réattaquer. On est vraiment dans l'optique. On est en train de faire un match. Et les équipes se partagent les points. C'est-à-dire que ton coéquipier et toi, vous avez 5 points, pas 10. Non, pas 5 chacun. Et donc ça veut dire que tu peux perdre tes 5 points sans que ton coéquipier en ait perdu un seul. Tant pis, l'équipe elle perd. On est vraiment plutôt dans le côté, il faut essayer de gérer son temps, gérer son adversaire, mais en même temps, on n'est pas là pour dire on est un quart et on laisse l'autre combattre. On est là parce qu'on veut montrer qu'on est digne d'être un champion et de gagner des titres. Donc il n'y a pas du tout de... dans cet aspect-là, il n'y a pas de heel ni de face. Il y a juste des combattants. Il y a des gens qui ont une attitude un peu détestable, on pourra en parler plus tard, ou un style particulier, mais malgré tout, on est là pour faire une représentation du sport. C'est ça. Donc c'est très bien résumé. Et on commence avec des femmes pour commencer. Donc vraiment tout le monde est invité. Oui. Maya Fukuda qui affrontait Azusa Inaba. Je ne connaissais absolument aucune des deux, on va être franc. Je sais pas si c'est des habitués de Glate. Oui, alors Maya Fukuda, elle est signée chez Glate. Elle est arrivée il y a 1 an, je crois, ou quelque chose comme ça. En 2021, je suis en train de regarder. Ouais. Elle a fait beaucoup de matchs au début contre Miyagi, justement parce que pour son background, c'est le sport de combat, et elle voulait amener Miyagi vers ce style-là, et elle voulait la battre, parce que Miyagi, physiquement, je le redis, elle met pas des claques, elle met des pains. Et Fukuda, face à elle, qui avait un bon jeu de jambes et un peu de technique, elle était un peu dépassée. Donc il y a eu toute une phase là-dessus, beaucoup de matchs là-dessus. Elle avait un peu disparu des radars, et là, c'est l'occasion, c'est son style, la partie UWF, c'est là où elle va exceller. Et Inaba, moi non plus, je ne connaissais pas, mais bon, elle vient de chez JTO, tout ce que j'ai vu, mais c'est tout ce que je sais. Voilà. Et du coup, c'est un match qui va être rapidement réglé, parce que c'est ça qui est cool avec UWF, et il le rend bien. Ça se kick fort, et Maya Fukuda va arriver très très forte. Du coup, elle va être très puissante parce qu'elle va elle va mettre KO avec un kick, je crois, Inaba. Elle va la sécher. Et en plus, c'est rendu vraiment bien parce que amateur de MMA ou quoi que ce soit, si vous regardez, peut-être que vous pourrez presque y croire, quoi. Vraiment, c'est bien rendu. Et Fukuda va gagner en 5 minutes 05, donc voilà, oui. C'est ça qui est cool, ça peut s'arrêter d'un instant à un autre, le côté UWF, c'est marrant. On n'est pas en train de se dire, on va faire, ils sont 5 points chacun, on va aller jusqu'au bout. Ah non, ça peut, c'est possible dans certains matchs, mais l'objectif étant vraiment de vaincre l'adversaire. Si à un moment donné, on arrive au KO, on arrive au KO. Il n'y a pas de... c'est tout le temps la surprise. Il n'y a pas du tout de vérité. Là, en l'occurrence, les kicks de côté Fukuda, c'est son jeu de jambes, elle est plutôt efficace habituellement. Là, elle a essayé au départ plutôt d'attaquer le bras en faisant du jigatame ou des choses comme ça. Alors qu'Inaba, elle était plutôt sur le genou en donnant des coups. Donc, on partait sur la soumission, et là, surprise, le KO, effectivement, avec le kick. Voilà. Inattendu, et c'est efficace. Donc, ça marche très bien. Ouais. Donc, non, c'était bien cool. On va passer au deuxième match. Du côté UWF, c'était Hikaru Sato et Shinya Aoki en équipe qui affrontaient Hayato Yoshida, catcheur de la 2AW que vous avez croisé chez New Japan Pro Wrestling il y a quelques années, et Yu Iizuka qui est un peu mon petit chouchou chez Glate. J'avoue que ce côté fou là, dangereux, j'adore. Oui. Lui, on le voit bien se balader dans un bois la nuit avec son regard avec un couteau. Ah oui, je suis d'accord, il fait peur. il est flippant, par contre il paye pas de mine comme ça, mais ses yeux, il est terrifiant, et quand il s'énerve, il pète un câble, il contrôle plus. Oui. Et j'ai redécouvert Yoshida, que je trouve qu'il est un excellent catcheur, dont j'ai du mal à comprendre ce qu'il faut encore chez 2AW, que personne ne l'ait jamais signé. Ouais. Il est encore jeune. Donc c'était un choix, il a 30 ans, donc ça va. Je le connaissais pas dans ce sens-là, côté UWF, mais il va le rendre super bien. Oui, il est crédible. Parce qu'il faut quand même se le dire, les catcheurs chez Glate, on leur fait faire pour la majorité d'entre eux les deux. Il y en a peu qui font que du pro wrestling. Il y en a beaucoup qui sont apparus dans les deux catégories, UWF et pro wrestling classique.
C'est quand même un style particulier, donc il faut pouvoir s'adapter. Tout le monde ne peut pas faire ce style-là. Il faut avoir un entraînement. Enfin voilà, il y a pas juste les règles. Il faut que ce soit crédible. Bah effectivement, lui, Non. il est tout à fait crédible. Ça passe très bien. Ouais, c'est ça. Et en face, ils avaient quand même Shinya Aoki, qui est maintenant actuellement un catcheur comédie du côté de la DDT. Mais avant ça, c'est pas n'importe qui. Shinya Aoki est une légende du MMA au Japon. Surtout, je crois qu'il a fait un peu du UFC, j'ai un doute. En tout cas, il a fait le Pride. Donc déjà, il a été au Pride. Il fait partie de ces légendes. Il est très respecté. Au Japon et reconnu par les fans de MMA. Hein. Vous dites Shinya Aoki pour les plus anciens, ils savent qui il est. C'est pas un rigolo. Donc voilà, il le rend super bien. Il donne son côté MMA. La transition avec le catch a été très bonne. Il fait du comédie, bon après voilà. Mais il rend ça super bien. Il est avec Hikaru Sato, qui est un catcheur de la All Japan Pro Wrestling, qui est un excellent kicker. Je crois qu'Hikaru Sato a une carrière de fighter. Je sais pas si c'est en MMA ou quelque chose, mais je crois qu'il a une carrière aussi. Ça surprendrait pas, il a le physique et l'attitude, c'est pas juste le personnage. Sans que. Oui, c'est pas impossible. Ouais. Et donc, je suis en train de vérifier en même temps. Il a. Tac. Non, quoique. Non, il a. Il serait crédible, hein, franchement. Ouais. Et Aoki, il a été signé. Enfin, il n'est pas membre du roster Gletz, mais il a signé son contrat. Ils en avaient fait beaucoup de promotions parce que, comme tu le dis, il est connu en dehors du monde du catch. Il a déjà eu plusieurs combats. Il est dominant comme c'est pas permis parce qu'il est vraiment dangereux, mais il a un style assez étonnant. Il est très arrogant, a un petit côté pas Mohamed Ali, mais un peu je bouge autour de mon adversaire et jamais tu me toucheras. T'es pas capable, c'était pas la peine, tu n'y arriveras pas. Et Anderson Silva. Oui. C'est provocateur. D'ailleurs, Hikaru Sato, je reviens là-dessus. Oui, je suis bête. Cody va me frapper. Je pense, il va m'engueuler. Oui, il vient du pancras, bien sûr. Ah, d'accord, bah oui. Donc c'est ça, oui. C'est ça l'attitude là-dessus. Oui. Et donc, oui, Aoki, il a un style. J'allais dire, c'est le seul qui paraît être un peu un heel dans son attitude, mais c'est son style à lui. Même quand il est au sol, il s'approche, il dit viens. Il donne des petits coups de pied un peu salaces, l'air de dire moi je te touche quand je veux et toi tu me feras rien. Je te respecte pas. Ouais. C'est typiquement Silva. Voilà. Je dominerai quoi que tu fasses. Et donc c'est un côté agaçant, mais il a raison. Il a raison. les adversaires ne vont pas dedans. Voilà, ils arrivent à rester la tête froide. Même Yoshida, qui pourtant s'est un peu malmené là-dessus. Mais, donc, ça c'est agréable. J'avoue, dans le match, assez... Ouais. Et la logique est respectée quand même. C'est que les anciens mais expérimentés Sato et Aoki vont gagner ce match en faisant quand même assez mal à leurs adversaires. Même si Yoshida a du bon répondant, j'aimerais bien le revoir. Pour moi, il gagne pas le match. Ah non, il y a time limit. Non, il domine, mais voilà, il y a time limit à la fin. Pardon, excuse-moi. C'est ça, c'est un time limit draw au bout des 20 minutes, mais avec Sato et Aoki qui sont pas loin de gagner. Oui. C'est ça. Oui, j'allais dire, c'est le temps limite qui sauve l'équipe en face. La domination, même s'il y a un bon retour sur la fin, mais les kicks dévastateurs, les grosses. Il y a Lizuka, effectivement, qui paraît fort quand il met des claques. C'est l'air de dire mais moi je suis là et je suis beau de jeune, vous allez voir, moi aussi je vais vous démonter. Donc c'est vraiment plaisant. Mais malgré tout, c'est Aoki qui finit juste. En fait, il soumet, c'est pour ça qu'on pense qu'il gagne, mais le temps limite est déjà terminé. Donc ils sont. Mais il va le faire craquer. Et mais voilà, ça mériterait des matchs revanche, peut-être en 1 contre 1 entre eux. Je pense que c'est prévu, de toute façon. Mais voilà, c'est montrer les anciens ont quand même. Montrer leur respect et on dit retourner à la salle quand même, les petits là, vous n'êtes pas encore prêts pour nous, mais le match est vraiment cool. C'est typiquement ce que j'aime pour la catégorie WF. C'est bien raconté, c'est génial. Franchement, je passe un très bon moment sur ce match et malheureusement, parce que j'ai été au final, moi, du WF m'a plus hypé sur ce show en tout cas. Ça m'a beaucoup plus plu. Après, c'est peut-être le fait que, en ce moment, le MMA, je suis un peu en train de rôder. Donc, peut-être que c'est ça. Et on passe à un main event, par contre, attention.
Donc le main event, c'était pour le titre Lidet UWF, qui est le titre mondial UWF. Voilà. Donc Takanori Ito, le champion, le claqueur, le fan, Max est fan de cette personne, Saru était fan aussi, affrontait Fujita Hayato qui faisait son retour dans les rings, je crois, ou en tout cas très récemment, cette année, qui nous vient de la Michinoku Pro, qui est pas forcément... C'est un catcheur que je connais de nom, mais que je connais pas forcément. Voilà, je l'ai pas forcément vu catcher. C'est Shinzaki qui l'a entraîné. Donc, c'est pas un poète. Il va le montrer. Il va le montrer que c'est pas un poète. Il va le montrer. Voilà, bah vas-y, raconte-nous ce que tu as de ce match. Ito, faut voir que donc, le titre, il a été gagné par Ito très récemment. C'est la première fois, c'est le premier champion chez Glet. Ouais. Le titre, c'est très récent. Le titre a été mis en avant pour la première fois depuis que la compagnie existe. C'était la première fois, donc Ito gagne. Donc c'est sa première défense de titre et il tombe 24 jours. Ouais, c'est ça. C'est du lourd face à lui. Et il y a une phase un peu étonnante pendant le match. Donc, ils sont en train de se combattre et ils passent en dehors du ring. Donc ça, quand on regarde des matchs de catch traditionnels, ça arrive tout le temps. Dans la partie UWF, ça n'arrive. Moi, c'est la première fois que ça arrivait chez Glet. Ouais. De mémoire. Et donc, du coup, ils tournent lourdement, ils reviennent, ils se font un peu décompter. Et du coup, il y a du striking qui est mis en place pour essayer de soumettre Hayato, mais c'est impossible. Le gars résiste et il place des high kicks dévastateurs. Du coup, Ito, qui est pourtant là-dessus, il est plutôt bon, il est plutôt mis en avant comme étant quelqu'un de résistant et de puissant dans ses coups. Il cède. Et il essaye de contrer en dernière limite en essayant de faire un triangle, mais il prend une powerbomb, hop, et elle est contrée. Donc là, ça s'enchaîne sur la fin. On est comme dans un match de catch classique. Il y a l'enchaînement final qui fait que on est tout le temps en train de surréagir, comme s'il y avait des near fall ou des choses comme ça. C'est en ça que la partie WF, quand elle est bien racontée comme c'est le cas là, on peut avoir les mêmes sensations que quand on regarde un match de catch classique. Et du coup, Ito, qui pourtant fait son maximum pour contrer, il se prend un sleeper hold et il perd conscience, il tombe sur le bord du ring. Et quand l'arbitre, quand il revient à lui, l'arbitre il l'a déjà décompté, il se demande ce qui se passe, il est hébété et c'est trop tard, le titre il lui a déjà échappé. Donc ça, c'est la surprise, ouais. C'est première défense, hop. Alors que pourtant, non, effectivement, Ito, il n'est pas là pour faire juste le jobber. Hein. Vraiment, il est bien mis en avant. Il est très fort, il est bien mis en avant. Ouais. Et là, il affronte. Donc oui, c'est étonnant. Il affronte un adversaire, Hayato, que je connaissais pas. En tout cas, en termes de ring, je l'ai jamais vu sur un ring, je connaissais son nom. Nous prouve durant le match que c'est un monstre, qu'il est pas là pour blaguer. Il y a des concours de baffes, de tout ce qu'il faut pour aimer. C'est fou, le match est très rude. C'est DKC, c'est la définition de la chaîne DKC. Clairement, ce match, il est vraiment bon et c'est un condensé en 9 minutes seulement. Et c'est exceptionnel. Moi, pour un match de 9 minutes, je mettrais un bon 4,5 sur ce match. J'ai passé un super moment. C'était dingue. Ils se sont rentrés dedans comme pas possible. Hayato qui fait craquer Ito qui s'évanouit. Ça rend très legit le truc, c'est très propre, c'est très bien. J'espère qu'il y aura une revanche à un moment ou un autre. Ito le mériterait, mais je pense qu'il va falloir qu'il refasse un peu son parcours et regagne sa chance. On est chez Glade, c'est quand même au Japon. Ouais. Chez Glade, pour l'instant, ils ont jamais, comme le titre est nouveau, je ne sais pas s'ils ont prévu effectivement des systèmes de revanche ou plus traditionnellement de trouver de nouveaux challengers. Là, il n'y a rien qui est annoncé. Enfin, en tout cas, à la sortie du show. C'est assez ouvert. Mais j'avoue que c'est la surprise parce qu'effectivement, il faut quand même le dire, les catcheurs qui sont pas signés chez Glade, ils ont une chance de gagner que les autres. Voodoo Murders, champion, voilà, c'est ça. actuellement. C'est pas refusé. C'est dans l'ADN de la compagnie, c'est dire ce qu'on veut, c'est mettre en avant la compagnie. Et donc, si effectivement, alors dans le titre principal, pour donner un ordre d'idée, il y a eu Lindaman et Tioch. Par contre, le titre, il a été gagné par d'autres qui n'étaient pas signés chez Glade. Donc, c'est pas voilà. Ouais, c'est ça.
c'est courageux, non, c'est organisé, c'est contractualisé, mais malgré tout, quand nous on regarde le show, ben, ça laisse la porte ouverte. On ne se dit pas, oui, comme dans d'autres compagnies japonaises que je ne citerai toujours pas, lui il n'est pas signé et jamais il gagnera. Bah si, c'est possible chez Glet. Donc voilà, ça. c'est bien. Ça rend bien et voilà. Hayato est nouveau champion, la surprise générale. Mais même un petit coup de clim dans la salle, hein, les personnes, waouh. Ah oui. Il était un peu choqué, mais mérité hein, quand tu vois le match. Il a plié en deux Ito, il y a rien Ito à est dire. apprécié vraiment par le public. Il y a quelques catcheurs comme ça, quelques jeunes qui sont vraiment bien soutenus par le public et Ito en fait partie. En plus, il a une allure, je sais pas comment dire, un peu presque pas comme Goto, mais il y a quelque chose quoi. Il est charismatique. Voilà. Un frappeur japonais charismatique qui prouve sur le ring qu'il est exceptionnel et qui gagne son charisme comme ça. Donc voilà, ça conclut le show Glate avec cette victoire. Une grosse victoire, c'est archi mérité. Et là, petit clip de fin, on nous annonce les prochaines choses. Hein. Et là, à la fin, on nous annonce un truc de fou. Un peu à la Marvel où en fin de clip, on a encore un générique. Et là, on nous annonce la folie. On l'a pas venir celle-là. Ah non. Kota Ibushi ça. Chez Glate. En tout cas, va combattre chez Glate. On n'a pas dit qu'il était signé. Kota Ibushi au mois d'août. Donc, en version méga, c'est ça 4 août, le prochain show. Enfin, c'est pas le prochain show, il y en a d'autres entre deux, mais c'est des petits shows. Voilà. Et là, oui, ça va le. C'est hallucinant. Ils ont annoncé en fait pas mal de trucs depuis. Beaucoup de choses. Mais c'est. Enfin, la présence d'Ibushi, c'est vraiment pas anodin. Je veux dire, il va pas reprendre en ayant fait des matchs en tant que freelancer chez JP, chez Noah ou ailleurs. Il vient, c'est son premier grosse compagnie japonaise depuis qu'il était arrêté. Donc oui, c'est énorme. C'est énorme et en plus c'est chouette parce que je trouve que vu son style, ils sont capables de le faire combattre dans plusieurs catégories possibles. C'est assez ouvert. Hein. Pour l'instant, il y a juste de la hype parce que son nom, enfin, c'est même sa silhouette était apparue. On devinait qui c'était. Voilà. C'était bien amené. Et donc là, tout est ouvert. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire, mais la hype là, chez moi, elle est. Wow. C'est complètement dingue parce que c'est eux qui ont l'exclusivité japonaise pour l'instant. Ouais. Il est apparu chez JC Dub lors de la WrestleMania Week et c'est tout au final. Ouais. Il a juste fait ça. Donc il est très discret. Il a l'excuse japonaise. Il se pourrait qu'il apparaisse aux États-Unis dans peu de temps, hein, une semaine, 2 semaines, on ne sait pas, on espère. Ou en Angleterre. Ouais, mais peut-être. Oui, t'espères aussi. Mais peut-être avant, justement, d'ici 2 semaines. Attention, hein, regardez W, on ne sait pas. Mais bon, voilà, ils ont quand même l'exclu Glate à Ibushi en premier avant tout le monde. Ça, waouh. Après, c'est son choix, lui, je pense. Il en a parlé déjà, il a dit il rêvait de faire Glate depuis sa création. Parce que c'est un style qui lui plaît tellement. Et c'est un freelancer. De toute façon, Ibushi est parfait pour signer un contrat chez New Japan parce que c'est un freelancer. Il veut s'amuser, c'est son ADN. Oui, je pense qu'il trouvera bien ce qu'il veut là. Après, ça dépendra de quel match sera proposé. Mais il y a tellement de possibilités. Tellement de choses qui pourraient être bien comme rivalité juste le temps d'un match. Oui, ça. Non, je pense qu'il va s'éclater. En tant que worker, je pense qu'il va se faire plaisir en y étant. Donc, je suis pas sûr que ça soit, à moins qu'il signe un gros contrat, ce que je ne pense pas, en tout cas au Japon. Je ne pense pas, au Japon en tout cas. Je pense que ça pas un simple one shot. On sait qu'Ibushi a créé ou est en train de créer son dojo. Oui. Il veut devenir entraîneur. Il a 40 ans passés, il en a besoin. Il y a peut-être un accord derrière ou des petits jeunes ibushesques pourraient passer chez Glate et là ça rendrait. Oui. Arrête, tu m'envoies du rêve là. Oh là là. Non mais je suis sûr que c'est une idée comme ça. Je pense que il avait dit que la compagnie qui l'aiderait à développer son dojo, que ce soit financièrement ou autrement, il irait se porter chez eux. Il a même dit si Vince veut mettre des billes sur son dojo, il y va. Il l'a dit, hein, et ça le dérange pas. Donc voilà, donc je pense qu'il y a peut-être une histoire où ils vont l'aider en tout cas sur le dojo, le futur dojo d'Ibushi. Ce serait vraiment cool, honnêtement. Alors, de manière égoïste, parce que moi j'aime bien cette compagnie, j'aime bien ce qu'ils y font, donc ça mettrait plein de lumière sur eux et donc ça leur donnerait des moyens. Ils en ont, vu qu'ils sont soutenus par l'IDET, mais
Ça leur donnerait peut-être plus de visibilité, ça peut-être leur forcerait à aller un peu plus à l'international, parce que comme tu l'as dit déjà, effectivement, il n'y a pas de version anglaise. Le merch non plus. Moi, je veux acheter des t-shirts de Glet, je ne peux pas. C'est uniquement interne. C'est très compliqué. Donc, déjà, ils ont un YouTube, ce qui est déjà exceptionnel au Japon, qui fait que c'est très facile d'avoir. Vous pouvez regarder le show, hein, il est toujours disponible gratuitement. Vous pouvez le regarder, donc c'est ça qui est fort. Donc voilà, là, il faudrait comparer le nombre de vues. Je crois qu'on dépasse facilement les 10 000 généralement sur les bons shows de Glate. Non, on n'est pas du tout dans cet ordre d'idée-là. Les shows basiques, ils font, je crois que c'est 20 000 ou entre 20 et 30 000. Ah ouais, quand même. Les shows majeurs comme celui qu'on a, ils montent à 70 000 et même plus. Celui-là, je ne sais plus à combien il était quand j'avais regardé, mais il est au-dessus de 70 000. Je vais regarder là. Et ils ont fait des shows à 100 000. Donc, en fait, c'est une compagnie, je ne sais pas comment ça marche au niveau international, mais pour avoir déjà fait des shows en live, enfin des streams live chez eux, dans le chat, il y a quand même des Américains et des Anglais qui viennent. Donc, je pense que la renommée, elle est là. Le truc, c'est qu'il ne doit pas y avoir suffisamment de débouchés financiers pour eux, pour investir, pour dire on fait effectivement des versions étrangères, on fait du merch étranger, mais ils vont y venir. Enfin. Ça viendra, mais oui. Ouais, là, ils ont fait 60. Là, ils sont actuellement. Il a été diffusé il y a officiellement 10 jours, là actuellement. Ils sont à 69 000 vues. Je pense qu'on pète les 100 000 vues avec Ibushi sans problème. Ce qui est quand même fort pour une compagnie tout court de catch sur YouTube. Hein, hormis les grosses compagnies professionnelles avec des gros contrats qui, eux, oui, forcément, ça n'a rien à voir. Mais c'est fou. Sachant qu'on a parlé d'Ibushi. Mais il y a Suzuki qui était annoncé dans un match UWF dans le même show. Ouais, comme ça, c'est au calme. Hein, c'est Minoru. Voilà. Il y a aussi d'autres noms qui ont été cités. Il y a Funaki qui est aussi indiqué. Et il y a de la New Japan qui est dans le lot. Il y a Takahashi qui vient. Il y a Atsuki Aoyagi qui est déjà venu plein de fois chez Glet. Il a montré comment il était chez Glet, il a fait plein de matchs chez Glet, mais là il vient, il est en plus avec Tancho, donc on revient toujours au même, les petits jeunes. Face à la team Daron, donc t'as Tanaka, t'as Yashi, et Yashima qui ne catchait plus depuis un moment, là qui revient, donc il va reprendre les bottes. Donc voilà, une team Daron quand t'as de la jeunesse, dont des stars quand même. T'as un des meilleurs juniors de JPW, je dois dire peut-être le meilleur avec toi Fab, je sais pas. Il est au-dessus, il n'y a plus de nom. Et de Takahashi, enfin je veux dire. Takahashi, c'est fou. Voilà. Ouais, t'as Takahashi et Atsuki. T'as Ibushi. T'as Minoru Suzuki dans un show, on va dire mineur pour le Japon, hein, je précise, mais un show mineur au Japon, c'est quand même. Ouais. C'est assez fou. Il y a juste un truc. Je suis hypé de fou sur ce show. Il sera diffusé en direct et ensuite en replay sur YouTube. Juste une petite histoire parce que j'ai pas trop compris, j'ai pas suivi cette histoire. Il va y avoir la deuxième édition qui va bientôt avoir lieu. Oui. Qu'est-ce que le Glate MMA? Est-ce que c'est vraiment du MMA? Alors oui, c'est vrai. Alors c'est du MMA dans le sens où les coups sont réellement portés. On est vraiment dans un match de MMA. Par contre, moi je ne peux pas dire, vu que c'est Glate, si ils ne font pas un booking préparé en se disant ce sera un tel qui gagnera. Mais techniquement, pour avoir vu Watanabe avait fini avec le pif en sang. Lizuka, je me souviens plus, mais je crois qu'il était limite au KO. Oui, ils avaient combattu contre des non-catcheurs face à eux. On était vraiment dans de l'opposition. Ce show. Donc on sait pas trop. Ils arrivent à encore jouer avec. C'est ça qui est fort. En fait, ils sont tellement forts et je trouve que Glate est tellement en avance qu'ils arrivent à nous remettre le doute. En fait, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est ça. En 2023, on n'est pas en 1939. Sachant que tu vois, on est on n'est pas dans l'UWF, c'est vraiment on est vraiment dans le match de catch, de MMA. Ça cogne. Quand les soumissions, on est vraiment dans des triangles. C'est pas. Je pense que je vais choquer personne en le disant. Hein, le kayfabe, il peut exister, mais on voit bien quand certains catcheurs font des triangles, quand ils sont legit ou pas. Là, clairement, déjà un triangle, tu le passes pas aussi facilement et tu risques pas 1 minute 30 dans le triangle. Hein. Normalement, en 2 secondes, c'est fini. Maintenant, à titre personnel, le show Glate MMA, le premier qu'ils avaient fait, j'avais
pas des masses appréciées. Je pense que si on aime le MMA, on va plutôt. Peut-être que la partie WF va plaire. La partie MMA, je pense qu'on s'attend plus à un show. C'est de l'indie MMA. Donc, de ce fait-là, ça va pas être aussi puissant et efficace que peut-être qu'on. Aussi technique et intéressant qu'un vrai show de MMA. Maintenant, Mais l'initiative est étonnante. Là, le fait qu'ils en proposent un numéro 2, bah, on va voir ce que ça donne. Le premier avait été plutôt mal accueilli de ce que j'avais vu. On va voir. Moi, comme j'aime la compagnie, je vais laisser la chance au produit. On verra bien ce que ça donnera. J'essaierai de regarder. C'est gratuit. J'allais dire encore une fois, si vous êtes curieux, je crois qu'il y a un breton à casquette qui le dit de temps en temps, bah, allez-y. Ça vaut la peine. Je vous dis, ça ne vous coûtera rien. Vous pouvez piocher typiquement. Vous voulez pas regarder le WF, vous n'êtes pas obligé. C'est bien séparé. Vous voulez de la comédie, il y en aura. Vous voulez du high-fly, il y en aura. Non, c'est un condensé, c'est un condensé du pourreau qui est proposé. Donc c'est vrai que c'est agréable. Enfin, moi, je les trouve, comme je disais tout à l'heure, Glade est en avance sur tout le monde, je pense. Je pense que ils sont tellement en avance sur tout le monde. Personnellement, c'est ça. On en a pas parlé, mais la prod, elle est plutôt bien. Alors, quand c'est un road to, enfin, je les appelle road to comme la New Japan, mais quand c'est un petit show pendant leur tournée, effectivement, c'est pas des moyens exceptionnels, mais ça reste largement regardable. En fait, ce que j'aime bien avec la Glette, c'est que je vois un peu. Moi, je regarde du catch français, je suis allé découvrir la Rix pas longtemps après le Glette. Et en fait, on est dans la même optique d'une compagnie qui grossit. Le titre J-Rex et le titre G-Infinite, ils ont été créés pas tout de suite. Ils ont mis du temps. Ils ont d'abord posé ils ont pris leur roster, ils ont fait grandir certains catcheurs, ils les ont mis en avant dans des clans, ils ont construit ça progressivement. Et toute cette progression-là, ça commence à grossir. C'est pour ça qu'il y a aussi de plus en plus de guests qui sont intéressés pour venir, parce que ils savent qu'ils vont pas faire juste une apparition pour la gloriole vite fait. Ça, il y a vraiment des enjeux. Ils peuvent devenir champions. Ils peuvent être mis en avant et pas être ridicules, tout en mettant en avant des jeunes. Franchement, c'est ça. Demande le peuple, quoi. non, ça c'est dingue. Et franchement, c'est cool. Ouais. Donc voilà. Pour conclure Glade, bah allez voir version 6 déjà si vous voulez découvrir. Mois d'août de folie avec Kota Ibushi, Minoru Suzuki, Atsuki bien sûr, Atsuki Aoyagi, surtout après tous les autres. Non mais voilà, Kota Ibushi quand même, et Hiromu Takahashi, Minoru Suzuki au mois d'août sur YouTube gratuitement. Là il n'y a pas illégalement, gratuitement et légalement, je précise. Pourquoi pas, vu que c'est au mois d'août, on sait jamais, il y aura peut-être un petit Frenchie, on sait pas. Peut-être, ça pourrait arriver, ça pourrait tellement arriver. Mais... les liens entre la JPW et la Glade sont tels que c'est pas possible, c'est probable. C'est ça qui est fou. On pourrait très bien lui laisser faire un match de passage. Il y a déjà des catcheurs mexicains à qui c'est arrivé. Il y a aucune raison, il y a rien qui s'y oppose. Je serais fou. Oh là là, ce serait super parce qu'en plus pour Aigle, voilà, je veux dire. On va ressortir des phrases toutes faites, mais pour lui donner de la visibilité, ok, la JP va lui en donner, mais la Glette, vu que c'est gratuit sur YouTube et que c'est regardé par, on le redit, quand on atteint 70 000 views, c'est quand même bien, quoi. Donc, franchement, ce serait chouette. Pour Aigle, ce serait bien. Ouais, ce serait dingue. Donc, allez voir ça au mois d'août. Ouais. Pour résumer, ça a été un vrai plaisir de parler de Glade ce soir, j'avais vraiment envie d'en parler, on en a jamais assez parlé dans Pyromania, donc là on a fait une émission complète sur Glade quand même, donc là c'est cool, avec Gringo qui est un passionné, oui. Un vrai passionné Glade, c'est pour ça, donc je suis très content d'avoir fait cette émission avec toi. Ça faisait longtemps que je voulais faire quelque chose avec toi, là il y a eu l'occasion avec Glade, je me suis dit allez, non c'est vrai, je voulais vraiment un jour ou l'autre faire quelque chose, j'en ai profité. Donc c'est très cool, je pense qu'on se reverra sur les shows français, je pense qu'on se reverra peut-être pour une review plus tard, il n'y a pas de raison, mais ça a été un plaisir d'être avec toi déjà. Oui, Guillaume. Merci de l'invitation partagée, c'est vraiment bien qu'il y ait des espaces pour discuter de catch hors WWE, même hors AEW que moi je suis. En gros, il n'y a pas que le mainstream, allez piocher le catch qui vous plaît, il y en a qui est disponible gratuitement sur YouTube, n'hésitez pas.
Et merci vraiment encore Fab pour l'invitation parce que c'est chouette de pouvoir parler de sa passion. Je pense qu'il y a peu d'espace, en tout cas de manière bienveillante. C'est aussi ça qui est bien. La Glette, c'est pas la meilleure compagnie du monde, ils ont plein de défauts, mais le fait de pouvoir en parler et de la mettre un petit peu en avant, si d'autres gens sont intéressés et veulent découvrir cette compagnie, moi je serais ravi d'avoir pu participer à leur découvrir. Et donc merci à toi pour ça. Merci à Traf qui nous remercie de cette très belle émission. Il est très content. Loïc qui est d'ailleurs satisfait aussi. Donc voilà, on était une petite communauté, c'est pas grave. On aura le replay sur YouTube. Ça sera très cool. Le mois prochain, parce que je vais vraiment faire une émission mensuelle, je vais pas vous dire encore. J'ai pas encore vous dire la prochaine émission. Je ne sais même pas avec qui je vais la faire, honnêtement. Mais on pourrait partir vers les États-Unis. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Il y a un truc déjà qui est en tête. J'ai déjà un truc en tête pour ça. Septembre, j'ai pas forcément d'idée encore. Octobre, j'ai déjà une idée. Alors, vous voyez, j'essaye de projeter, mais l'objectif est vraiment de faire découvrir à travers une review, une compagnie, une région, et voilà. Donc on pourra partir n'importe où. Donc voilà, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous. Une bonne journée pour ceux qui sont en replay. Et encore merci à toi Gringo. Et bonne soirée. Bonne soirée.